Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Je m'appelle LP. Aujourd'hui, on continue notre top 100, la version 2023, et on s'attaque au jeu, donc les positions 81 à 90. Fait que déjà un deuxième segment, on a eu quelques gros morceaux déjà qui sont sortis dans le premier segment. On a vu plusieurs jeux qui étaient en chute, parfois vertigineuse par rapport au classement précédent, mais ça démontre encore une fois la qualité et la quantité de bons jeux qu'il y a eu dans les 4 dernières années et demie, depuis la dernière fois qu'on a fait le top. Là. Puis aussi la quantité, notre progression en tant que joueur a été vraiment en augmentant. Le nombre de jeux qu'on joue par année comparativement à 5 ans, je pense que c'est pas comparable. Ouais, puis nos goûts de joueurs évoluent aussi. Il y a des styles de jeu que je jouais peut-être plus il y a 5 ans que je joue moins, ou qui ont fait aussi que la pandémie a fait que j'ai moins joué à des jeux. On peut passer des jeux en gros groupes, des Secret Hitler, des trucs de aussi, même. Il y a des choses qui se sont simplement affinées là, en termes de goût, je pense qu'on peut dire. Il y a certains types de jeux qu'on pouvait être so-so avant, puis là qu'on a pas décidé, mais on a fait OK, ça c'est moins ma tasse de thé. Le fait d'en essayer énormément, avec des mécaniques qui se ressemblent, des thèmes qui se ressemblent, etc. Ça permet de faire un tri plus clair que la dernière fois. Voilà. Donc on lance ça avec la position 90 et je te laisse y aller. Parfait, ben je pars avec un jeu qui est dans le top 100 sur Board Game Geek, qui est exactement 55e position au moment où on se parle. C'est un jeu de dextérité. Il n'y a pas vraiment d'éditeur parce que c'est un jeu qui est de domaine public. C'est un vieux jeu de création canadienne, soit dit en passant. C'est le Crokinole, qui est, spoiler alert, qui est mon jeu de dextérité préféré. Sans contredit. Fait qu'il y a un aspect jeu de party, étant donné l'ambiance légère qui jouait ça. C'est quand même impressionnant de voir une vraie table de croquinole, parce que c'est un bon gros morceau qui fait un bon mètre de diamètre et qu'on a une table en vrai bois. Fait qu'est-ce que c'est le croquinole? Ben, c'est un mélange entre le bon vieux jeu de la pichenotte et notre version canadienne du curling. C'est pas pour rien que c'est une création canadienne. Fait qu'on va avoir un grand plateau circulaire divisé en différentes zones, entre autres en différents cercles concentriques. Le cercle central va être protégé par des séries de petites tiges plastique ou métal, selon la version qu'on a, qui vont être plantées à l'intérieur du plateau, puis on va avoir un trou à la taille d'un des disques en plein centre du plateau. Fait que le premier joueur va tenter de pichenoter, en bon québécois, l'un de ces disques pour le rentrer, pour qu'il touche à la zone centrale. Le deuxième joueur va tenter de pichenoter pour toucher un disque de son adversaire, puis ensuite on va rouler comme ça. La règle étant toujours que si je n'ai pas de disque sur le plateau, je dois tenter de toucher à la zone centrale. Si mon adversaire, dis-je, n'a pas de disque sur la zone du plateau, je dois tenter de toucher à la zone centrale. Puis si mon adversaire a minimalement un disque, quel qu'il soit, où qu'il soit, je dois tenter de déplacer ce disque-là d'une façon ou d'une autre pour que mon tir soit valide. Les tirs qui ne sont pas valides, on les met dans la réserve sur le côté, on s'en sert plus. Puis les tirs qui sont valides, on les laisse sur le plateau, puis éventuellement, on se ramasse avec ce qu'on a comme que tu vois dans l'image, puis on va compter des points, puis les points vont s'annuler. On fait toujours la différence. Fait que la zone centrale, le cercle au milieu vaut 20 points, le cercle central vaut 15, 10, 5, puis on s'éloigne. Fait que là, dans ce cas-ci, par exemple, le noir marquerait 20 points au centre parce que il y a deux disques qui s'annuleraient, puis on recule comme ça. Si je fais 50 points, t'en fais 30, ben on fait la différence. Fait que t'as fait 20 points, puis le premier, on fait des parties de 100, 150, 200, 3000, comme on veut. Fait que c'est un jeu vraiment hyper simple à expliquer, comme la plupart des jeux de dextérité. C'est un jeu qui est instinctif pour les joueurs. Tu vois le plateau devant toi, puis tu as déjà une bonne idée de comment ça se joue, puis qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit réussir à faire. C'est un jeu qui est étonnamment difficile parce que les petites tiges de métal au centre te demandent une certaine précision dans tes pichenottes. Et c'est un jeu que les gens écoutent, ça a l'air de rien. Ben, ça a l'air de rien. Comme je disais tantôt, le plateau, quand même, quand j'amène ça quelque part, j'ai un sac pour le transporter, c'est pas petit. Là.
c'est gigantesque. Mais c'est un jeu que quand tu installes ça, ça a l'air de rien. Puis j'ai jamais vu quelqu'un faire une partie de Crokinole. Tu installes ça, tu expliques, tu pichenotes un peu, tu fais comme c'est le fun ton affaire, attends un peu. Puis là, ça se met à jouer, puis ça déboule. Puis on joue 1, 2, 3, 4, 5 parties. Les gens y arrivent autour, ils font comme c'est intéressant ton jeu. Puis ils veulent jouer après. Fait qu'à tous les événements où je l'ai amené, puis je ne l'amène pas nécessairement souvent parce que son plus gros défaut, c'est sa capacité à se transporter. C'est une grosse table. Moi, j'ai fait une table qui est faite sur mesure de Crokinole. Puis il y en a évidemment qui ont été dans d'autres thématiques. Les 4 éléments, pourquoi pas? Là, c'est les 4 fantastiques. C'est les 4 fantastiques, oui. Ouais. Oui, t'as The Thing, t'as Madame Invisible en bas, fait que c'est transparent, l'homme de feu, puis Monsieur Élastique en haut. Thématique Marvel pour le Crokinole, c'est fait. C'est vraiment cool. Je me demandais comment tu pouvais adapter Crokinole à Marvel, et voilà qui est fait, les 4 fantastiques. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ouais. J'aime beaucoup le plateau transparent, j'adore ça. Bouclier de Capitaine America, mais bon. Ah oui, une bouclée transparent, ça aurait été le fun qu'il fasse un petit mur comme pour pas que tu puisses rentrer dans la zone centrale à partir de ce côté-là. Rendu là. Mais bref, un champ de force. Mais bref, si tu aimes les jeux de dextérité, pour moi, c'est le meilleur qui existe. C'est juste que. Puis une table de Crokinole, en plus, c'est quelque chose de classique à se faire faire. Fait que si tu as un ébéniste autour de toi, tu peux lui demander de t'en faire une. C'est des dimensions officielles que tu peux trouver relativement facilement. C'est comme ça que j'ai procédé pour avoir la mienne. Fait que c'est vraiment un jeu extrêmement cool à avoir. C'est difficile de l'amener dans un événement, mais à chaque fois que je l'ai sorti, c'est le jeu qui est resté ouvert jusqu'à la fin de la soirée. Là. C'est facile à jouer, les gens y arrivent, pognent des pichenottes, pognent leur 10, pichenotent ça dans le centre. Ils essaient de faire des points. C'est vraiment un extraordinaire jeu de dextérité. Crokinole, mon numéro 90. Wow, génial ça. Mon numéro 90, c'est un de mes classiques de petits jeux de cartes, là, le petit jeu filler, là, fin de soirée, qui joue rapidement. C'est le bon vieux Love Letter. Attends, je vais vous mettre la version Batman, parce que c'est elle que j'ai joué le plus dans ma carrière. C'est un jeu qui était sur ma liste de top 100 en 2018 et qui était à la position 72, qui n'a pas descendu tant que ça au final. Ça reste un jeu que j'apprécie encore beaucoup. C'est un petit jeu de cartes avec un peu de déduction. On va essayer de jouer des cartes qui font chacune différents effets. Puis on va tenter soit d'éliminer les autres de la ronde pour être le dernier pour faire un point, ou on va tenter d'être le dernier à avoir la plus grosse carte, parce que si on se rend à la fin de la ronde avec le nombre de cartes, on va comparer les numéros des cartes et celui que le Joker, qui est la carte 8, va pouvoir faire le point, ou que sinon, s'il n'est pas là, c'est celui qui a la plus haute carte. C'est super simple comme jeu. C'est un petit jeu un peu drôle parce que les cartes Batman, c'est comme des cartes, la version de base, c'est des cartes des gardes. C'est comme la cour d'une princesse. C'est pour ça que ça s'appelle Love Letter. Ouais. Et dans le fond, les cartes de Batman, c'est le fun parce que tu vas nommer, tu vas attaquer un joueur, puis tu vas nommer la carte, tu vas essayer de deviner la carte qu'il a dans les mains. Si tu réussis, tu vas l'éliminer de la ronde, puis en plus, tu vas faire un point si c'était une carte de méchant. Considérant que juste des cartes Batman et Robin, il y a beaucoup de cartes de méchants. Fait que ça rajoute une belle twist sur la déduction que tu essaies de faire pendant les rondes, parce que tu as une autre façon de faire des points versus la version classique de Love Letter. Fait que c'est pour ça que j'aime particulièrement celle-là. Puis évidemment, c'est sûr que le visuel des cartes Batman est un peu plus intéressant que les cartes de la princesse et de la cour du roi, là, pour moi personnellement. Pour nous, hein. C'est ça, il y a eu des tonnes de versions Love Letter, il y a eu de Hobbit, il y a eu Marvel, évidemment, qui est la version One vs All, où un joueur joue Thanos, puis les autres, les Avengers, qui est quand même vraiment le fun. Il y a eu une version de Star Wars qui est le palais de Jabba, qui est justement la dernière qui est sortie l'année passée, ou en 2021, bref, ça fait pas si longtemps que ça. C'est vraiment un petit jeu de cartes un peu passe-partout, qui est vraiment le fun, qui est facile à montrer. On a fait jouer des élèves à l'école le midi à Love Letter. Ils ont joué en boucle. C'est un jeu qui pogne vraiment avec n'importe quel public. Vraiment le fun, vraiment malin. Petit jeu de cartes de déduction. T'as un petit côté take-that. Tu peux te faire éliminer, mais les rondes durent même pas 5 minutes. Fait que tu te fais éliminer, puis 3 minutes plus tard, tu rembarques dans la prochaine ronde. Fait que c'est vraiment sympathique. Love Letter, un beau système de jeu. Puis c'est au moins un jeu que vous devriez au moins avoir une des versions chez vous dans votre ludothèque. Oui, ça sort super facilement. Et mon numéro 90, Love Letter, on va dire Batman. Un bon choix. Ce qui m'amène à mon choix numéro 89, qui est un jeu de Rock Manor Games. Je suis un grand fan des jeux de placement de dés. Celui-là, c'est un jeu de placement de dés coopératif dans un univers fantastique qui s'appelle Set a Watch.
Il y a plusieurs boîtes qui existent. Il y a 2 boîtes qui existent. C'est The Watch, puis le deuxième, c'est Sword of the Coins, quelque chose comme ça. Mais grosso modo, c'est le même jeu, les deux. C'est qu'on a des personnages puis des ennemis différents. Puis il y a une troisième boîte qui a été annoncée d'ailleurs, que je vais probablement Oui, c'est encore vrai. backer, parce que c'est des toutes petites boîtes, cette Watch en plus. C'est des boîtes qui se traînent super bien. Puis c'est un jeu qui, étonnamment, prend de la place. Un peu comme les Tiny Epic, c'est un jeu qui prend plus de place que ce que la boîte te laisse croire. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement de dés de type Tower Defense. Fait que la thématique du jeu, c'est qu'on doit se rendre dans un lieu spécifique. Les lieux sont représentés par un petit deck de cartes. Fait qu'à tous les jours, à tous les tours de jeu, on va tourner une carte pour voir quelles sont les caractéristiques du lieu dans lequel nous nous trouvons. Puis l'idée, c'est qu'on fait un campement dans ce lieu-là. Puis pendant la nuit, il y a des monstres qui nous attaquent. Fait que les joueurs, tu dois toujours avoir 4 joueurs pour faire une partie. On sépare ça selon le nombre de joueurs qu'on a. Fait que les aventuriers, il y en a à chaque tour de jeu, il y a un aventurier qui va rester au campement, puis lui, il va faire du placement de dés avec ses dés. Fait qu'on va chaque aventurier a 3 dés, qu'on va rouler nos dés, on va dire parfait, c'est toi le barbare qui va au campement ce tour-ci. Puis là, lui, il va bûcher du bois. Il y a différentes actions qu'il peut prendre. Il peut bûcher du bois pour grossir l'intensité du feu. Il peut aller explorer pour révéler les prochaines cartes de lieu qu'on va avoir, puis potentiellement les changer. Il peut faire des espèces d'enchantements sur des runes pour modifier différents decks de cartes qu'on a. Il y a différentes actions qu'il peut faire. Il peut s'équiper pour modifier ses pouvoirs, etc. Il peut se guérir. Il y a différentes affaires qu'il peut faire. Puis quand lui il a fini sa phase, bien là, selon le lieu dans lequel on se trouve, on va se faire une espèce de colonne de cartes d'ennemis face cachée. Puis on va révéler certaines de ces cartes-là selon l'intensité du feu qu'on a. Plus notre feu est intense, plus on va révéler des cartes sur notre ligne, 1, 2 ou 3 cartes selon l'intensité de notre feu. Puis selon le lieu dans lequel on est, bien là, il va falloir battre 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes pour passer à travers ce lieu-là. Il y a 9 lieux à faire dans le jeu. Fait que chaque aventurier est obligé de s'arrêter au campement 2 fois. Puis le 9e tour de jeu, ben là, les 4 aventuriers vont participer au combat. Puis le combat, de la façon qui fonctionne, c'est avec les mêmes 3 dés que mon barbare a utilisé pour faire le campement, ben, les 3 autres aventuriers vont servir de ces 3 dés-là pour affronter les monstres. Fait que je peux mettre un dé sur un monstre pour y infliger des dégâts directement. Fait que si je mets un 5 sur un monstre, ben, j'y fais 5 points de dégâts. Puis si un autre joueur, disons que ce monstre-là, il a une défense de 9, si un autre joueur combine un 4 avec mon dé, ben là, on va éliminer cette carte-là et c'est parti. Mais là, dans l'exemple que je viens de donner, j'ai mis 2 dés pour éliminer un monstre. C'est vraiment peu efficace. Chaque joueur a différentes habiletés qu'on peut mettre des dés dessus, peu importe leur valeur. Des fois, la valeur est importante pour activer différentes affaires. Le Ranger, il peut aller éliminer automatiquement une carte qui est encore face cachée. Fait qu'il va dire j'élimine cette carte-là, on l'enlève, on la révèle, parfait, cette carte-là est défaussée. Le paladin va faire différents effets, le barbare va faire différents effets. Fait que chaque joueur fonctionne vraiment complètement différemment. Il y en a qui ont des runes à côté d'eux autres, puis des trucs, des espèces d'autres jetons et petits plateaux qui peuvent progresser là-dessus. Le barde va prendre contrôle des ennemis humains, tandis que pas le rôdeur, mais le druide va prendre contrôle des ennemis animaux, puis le nécromancien va prendre contrôle des morts vivants. Il y a plein d'effets différents. Fait que c'est vraiment un puzzle, un casse-tête, où on va se parler, puis on va dire, OK, y a-t-il quelqu'un qui est capable d'éliminer ce dragon-là? Si c'est le cas, moi, je pourrais aller pogner l'autre qui est en arrière. Puis là, si on fait ça, après, on pourrait avancer ces 2 cartes-là, puis l'autre pourrait faire telle affaire. Fait que c'est un super beau casse-tête. C'est super intéressant. Le seul défaut que je vais y retrouver, c'est qu'il n'est pas idéal à 4. Je dirais jouer à maximum. À 2, c'est là que je trouve qu'il brille le plus parce que chaque joueur a 2 personnages. Puis comme la phase de combat peut être relativement longue, quand tu joues à 4, si c'est toi, ce tour-là, qui est au campement, ben, tu fais ta Tu phase tout t'emmerdes un seul, peu. qui dure à peu près 2 minutes. Puis après, pendant 10 minutes, les 3 autres vont combattre les monstres. Tandis que si tu joues à 2, tu as toujours minimalement un de tes 2 personnages qui est impliqué dans le combat, ce qui est super intéressant. Ça en fait évidemment un très beau jeu à jouer solo aussi. Mais à 2, à 4, il est le fun pareil. Le 4e va proposer des idées, puis il va être. Il peut suggérer des choses, puis discuter avec le reste du groupe. Puis la deuxième boîte, Sword of the Coins, t'amène un espèce de marchand à qui tu peux acheter de l'équipement puis avoir encore plus de façons de personnaliser tes personnages. Fait que c'est vraiment un super beau jeu de placement de dés qui n'est pas super long quand tu sais jouer. Il prend à peu près 1 heure et quart jouer une partie quand tu sais comment jouer. Je l'ai sorti souvent dans des pubs, dans différents événements ludiques aussi. C'est un jeu qui marche bien, puis c'est un jeu qui rentre dans une toute petite boîte. Fait que c'est vraiment un beau tower defense, placement de dés avec une belle rejouabilité parce qu'on a beaucoup de personnages différents. C'est la Watch. Mon choix 89. C'est vrai que c'est cool comme petit jeu. Ouais, c'est vraiment le fun. Mon 89e jeu, j'y vais avec une version de Pandémie, parce que ce que serait un top 100 sans au moins une version de Pandémie. J'ai choisi Pandémie, intervention d'urgence, donc en anglais c'est Rapid Response,
qui est Celui qui est en temps réel. Ouais, ça? qui est arrivé en 2019, donc qui n'était pas sur mon ancien top 100. Donc, une nouvelle entrée, c'est le Pandémie en temps réel, donc qui a été fait par Kane Clanco, qui a fait quand même pas mal de jeux en temps réel, qui a fait Fuse, qui a fait l'autre jeu, Flatline, qui est dans la même veine. Fait que c'est lui qui a designé ce Pandémie-là. Il ressemble pas tant que ça aux autres pandémies parce qu'il est assez différent dans ce que tu as à faire. C'est plus le thème qui est là, mais même le thème, on guérit pas nécessairement de maladie. En fait, on incarne le membre d'équipage dans un avion d'intervention d'urgence qui va aller porter des virtuailles et des choses aux différentes villes qui sont affectées par, je sais pas, des tempêtes ou un tremblement de terre. Bref, les gens qui sont dans le besoin sur la planète. Fait qu'on aide les gens dans le besoin dans différentes villes. Fait qu'on n'a pas nécessairement, on ne soigne pas une maladie à la base. Puis on va avoir un grand plateau qui représente l'avion. Fait que le centre du plateau représente l'avion avec les différentes pièces qu'on retrouve dedans. Puis on va avoir un sablier. Fait qu'on va jouer des rondes qui vont durer le temps du sablier, qui est un 3 à 4 minutes à peu près. Je pense que c'est 3 minutes. Puis dans le fond, à ton tour, ton personnage va avoir 5 dés. Et puis à ton tour, tu vas lancer les dés de ton personnage pour atteindre les résultats que tu as besoin. Puis une fois que tu as les résultats que tu veux, ben, tu vas pouvoir aller les placer sur les différentes pièces dans l'avion pour aller faire des actions, pour générer des espèces de cubes, des cubes de ressources qui sont les ressources qu'on veut livrer dans les différentes villes. Puis on va avoir les villes qui sont tout le tour du plateau. Fait qu'on va piger un certain nombre de villes. Puis on doit déplacer notre jeton d'avion pour aller se promener sur le plateau, pour aller atteindre les emplacements où il y a les villes. Puis là, les villes vont demander, ben, cette ville-là, je sais pas, elle veut 2 cubes rouges, un cube jaune, un cube noir. Ben là, il faut livrer ces choses-là à cette ville-là quand notre avion est à cet emplacement-là. Puis on va essayer de jouer le plus vite possible parce que le temps que le sablier s'écoule, on n'a pas de tour de jeu en tant que... Ben, en fait, on a des tours de jeu dans ce jeu-là. C'est juste que on va jouer le plus de tours de jeu possible avec le temps du sablier. Fait que, moi, je joue mon tour de jeu, je me dépêche, je place mes dés, je fais mes actions, j'ai fini, ok, vas-y, go, tu lances tes dés. Fait que c'est vraiment un à la fois. Mais justement, pendant qu'un joueur est en train de jouer, en train de lancer ses dés, en train de faire des affaires, toi, tu peux comme... Tu sais, tu peux avoir un regard extérieur puis dire « Hey, oublie pas, il nous faut un cube rouge » ou « Hey, tu peux-tu avancer l'avion si t'es capable » ou « Ah non, laisse faire l'avion, moi je vais l'avancer à mon tour, toi concentre-toi sur créer les cubes de telle couleur. » Fait que tu sais, la communication, il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit rapide. C'est ce qui fait le charme des jeux en temps réel coopératif. Puis il le réussit quand même très bien. Le matériel est quand même assez hot. Les dés, tout gravé, les symboles sont vraiment beaux. Bon, le reste, c'est des cubes de ressources, c'est pas vargeux, mais t'as vraiment le petit avion qui se promène aussi, t'as une figurine. T'as un beau jeu en temps réel, encore une fois, un bon défi. Tu peux augmenter la difficulté, tu peux la diminuer selon le type de joueur avec lesquels tu joues. Chaque personnage, comme dans tout jeu de pandémie, a un pouvoir, fait que ça peut avoir rapport avec les phases de dés, tu peux être plus efficace pour faire certaines actions. Tu peux avancer peut-être l'avion avec n'importe quelle face si t'es comme le pilote ou des trucs comme ça. Ouais. T'as aussi t'as une gestion des déchets dans l'avion. Fait qu'il y a des dés qui vont s'accumuler dans la zone de déchets. Puis là, la zone de déchets, c'est les plaines, on perd la partie. Fait qu'il va falloir faire des actions pour vider les déchets. Pour pas justement qu'on perde à cause de ça. Fait qu'encore une fois, ça met une petite tension sur les joueurs pour faire attention pour pouvoir avoir à gérer cette partie-là du jeu. Donc, une belle adaptation, même s'il ne ressemble pas tant aux autres pandémies, ben, ça en fait quelque chose de différent. Mais que le gameplay est quand même très intéressant si vous aimez les jeux coop en temps réel. Donc, mon numéro 89, c'est Pandémie, intervention d'urgence. Parfait, je continue. C'est un excellent choix. Tu m'as fait jouer une ou deux fois, il me semble qu'on n'a pas gagné. Ça se peut? Il est assez difficile, de mémoire. Ouais, quand même. Je continue avec, je pense que je peux appeler ça un classique moderne. C'est le fameux, peut-être celui qui a lancé la série d'été, Tzolk'in. Ouais. Il a lancé sans la lancer, vraiment. Mais... Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'était pas encore la série d'été, c'était juste Tzolk'in. Surtout, étrangement, c'est le seul que tu le prononces pas, le T. Ouais, mais il n'est pas édité par Board & Dice, lui, par exemple. Non, je sais, mais c'est un peu le... Ouais, le grand-père des jeux hantés. C'est le père des jeux hantés. Fait que le calendrier Maya, évidemment, lui, c'est un jeu, pour ceux qui le connaissent, c'est un worker placement qui, dans sa structure, est relativement classique.
Il y a une mécanique un petit peu qui ressemble un petit peu à la pillard des mers du Nord dans la mesure où soit je pose un ouvrier, soit je prends un ouvrier. C'est juste que j'ai mes ouvriers à moi. C'est pas des ouvriers qui sont communs à tout le monde. J'ai ma propre série d'ouvriers. Lui, sa grande particularité, c'est qu'on va avoir 5 zones où on peut aller placer ses ouvriers. Là, je me rappelle, OK, l'image vient d'apparaître. Il y a une zone qui sert à récolter de la nourriture et des ressources. Il y a une zone qui sert à débloquer des technologies. Il y a une zone qui sert à aller chercher les fameux crânes qui ont malheureusement récupéré dans Indiana Jones 4. Une espèce de crânes de cristaux qui vont servir à monter sur différentes pistes de temple parce que dans les jeux hantés, ça te prend des pistes de temple. Des pistes de temple. Ça te prend des pistes de temple. Fait qu'il y a différentes. Puis il y a une des zones qui te permet d'aller chercher, dans le fond, des mélanges de bonus des 4 zones. Il y en a une qui te permet de développer, comme je disais, des technologies, etc. La grande particularité du jeu, c'est que quand tu vas plutôt au début, tu vas commencer, je pense, c'est 4 ou 5 ouvriers. Fait que, tu sais, je vais placer ma première action, je vais donc placer un ouvrier quelque part. Puis là, tout le monde va. Puis après, je vais tourner l'espèce de grande roue centrale. Cette roue-là va faire tourner toutes les 5 autres zones. C'est une série de mécanismes qui s'appelle, celui qui en anglais, c'est des cogs. Là, des engrenages. Des engrenages, merci beaucoup. Moi je suis un prof d'anglais. Les mots en français, je suis pas bon. Fait que c'est donc des engrenages. Fait que quand je vais tourner la roue centrale, tous les engrenages vont tourner autour, ce qui fait que mon ouvrier va progresser sur sa piste. Fait qu'à mon deuxième tour, là, j'ai un choix. Soit je récupère mon ouvrier, puis il fait une action relativement faible parce qu'il est juste à sa première case de sa piste, soit je place un deuxième ouvrier ailleurs. Puis là, si je passe par-dessus des ouvriers qui sont déjà placés, ça va me coûter des ressources. Là. Il y a des petits traits qui tournent autour de ça. Puis là, après, l'engrenage va tourner encore. Puis à chaque fois qu'un joueur va jouer, cet engrenage-là va bouger. Puis ce qui fait que si je réussis à laisser un ouvrier 6, 7, 8 tours sur la même zone, bien, quand je vais aller récolter ma nourriture, au lieu de me ramasser avec un blé d'Inde, m'en ramasser 3, 4, plus 2, 3 autres affaires, puis je vais ramasser beaucoup de ressources. Si je m'en vais sur la zone de technologie, ça va me permettre de développer des technologies qui sont plus je laisse longtemps, plus je vais pouvoir aller chercher une technologie qui est forte, qui est plus avancée, plus je le laisse longtemps sur la piste des temples, ça va me permettre d'avancer grandement sur ces temples-là. Fait que c'est vraiment un jeu qui est très tendu dans la mesure où tu dois très bien calculer à quel moment je vais placer un ouvrier, parce que ça arrive souvent qu'un joueur qui est inexpérimenté, ou même moi, parce que je fais tout le temps ça, que je calcule mal mes affaires, puis je suis comme, ah non, là, je suis obligé de ramasser quelqu'un, mais je suis pas prêt à ramasser quelqu'un, ils sont tous mal placés, là, fait que là, tu es obligé quand même d'en ramasser un parce que tu es limité dans ton nombre d'ouvriers, puis tu es obligé soit d'en déposer un, soit d'en ramasser un. Puis il y a 4 moments dans le jeu, dans l'engrenage central, il y a 2 moments où on va avoir à nourrir ces ouvriers, puis il y a 2 moments où on va faire des espèces de scores de points. Fait qu'il y a une question de timing aussi à l'intérieur de ça. Quand est-ce que je vais chercher mes technologies? Quand est-ce que je vais chercher mes différents bonus? Quand est-ce que je vais me développer sur les pistes de temps? C'est un jeu qui n'est pas simple à jouer. Il n'est pas si compliqué que ça à expliquer. Mais c'est quand les joueurs réalisent, ah, OK, si je vais aller chercher 4 nourritures d'un coup, il faut que je le laisse traîner là 6 tours, mais dans 3 tours, il faut que je n'ai besoin de ma nourriture. Mais si je le prends dans 3 tours, j'en ferai pas assez parce qu'il faut qu'il reste 2 tours de plus. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est un jeu qu'il faut que tu planifies tout le temps à moyen/long terme là, dans ce jeu-là. Je dirais que la dernière fois que j'ai joué, ça fait un petit peu plus qu'un an, puis le plus gros défaut qui est ressorti, puis c'est la raison pour laquelle il a chuté de quand même 58 positions, c'est que c'est le genre de jeu, notre ami Patrice, il déteste ça dans les jeux, mais c'est le genre de jeu qu'à la mi-partie, tu peux faire, OK, ouais, moi c'est fini, c'est pas mal terminé, qu'après on va apprendre pour le reste de la game, mais je la gagnerai pas, celle-là. C'est Ouais, ce genre de jeu-là. c'est un jeu que je mets cet ouvrier-là, puis là, dans 5 tours, je veux faire cette action-là, mais là, faut que tu arranges tes 5 prochains tours dans ta tête. Là. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut que tu calcules que généralement, tu vas vouloir mettre tous tes ouvriers avant de commencer à les rapatrier, mais après, tu vas. Puis il y a même une mécanique que si tu laisses un ouvrier trop longtemps au même endroit, tu le perds, ouais, il sort. Ça. Fait que là, tu peux pas faire. Si tu laisses les 5 aller, parce que là, tu mets tes 5, puis tu fais comme ah non, mais là, les 4 prochains tours, quand même, j'en ramasse un par tour, j'en perds un de la gang parce que je les ai tous mis trop vite. Fait que tu sais, c'est pas un jeu qui va te pardonner beaucoup tes erreurs, mais c'est un jeu quand tu réussis à le pogner et tu réussis à foncer dedans, c'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant. Encore aujourd'hui, ça risque de donner un certain spoiler, ça reste mon préféré dans les de la série de Luciani puis de Tacchini. Là. Ouais. Fait que cette série-là, ça reste mon préféré dans cette série-là parce que j'aime tellement l'espèce de gimmick qu'ils ont mis avec les roulettes qui roulent. Les engrenages, dis-je, qui font progresser le jeu, je trouve ça vraiment très, 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 très bien réussi. Ouais, mais comme tout leur... Vas-y, excuse-moi. C'était très original à l'époque, mais même aujourd'hui, c'est un jeu de 2012, là, même... Oh, ouais.
11 ans plus tard, c'est encore un jeu qui a une belle originalité. Là. J'ai pas vu ça dans d'autres jeux, c'est un système d'engrenage de même. Là. Non, c'est ça. Puis c'est un jeu qui a bien vieilli. Puis comme tous leurs jeux, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, c'est un jeu qui est très tight, là, en le terme en Ouais, anglais, ça, ils aiment ça. qui est Serré, là. Les extrêmement ressources sont serré, là. rares, là. C'est pas un jeu que tu peux dire je vais prendre 3 4 tours, me ramasser mes ressources, puis après on verra où ça me mène. Non, non, non. Nope. T'es trois... si tu perds un tour, ça se peut que tu perds la game. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu comme leur plus récent, là, les Titan et Tekkenu, Teotihuacan. Tu peux pas prendre ton temps dans ce jeu-là. C'est super serré au niveau des ressources. Puis tu sais, tu te ramasses, c'est pas le genre de jeu qu'à un moment donné, tu croules sous le cacao, puis le blé d'Inde, puis le blé, puis tout ça. Tu croules pas sur les ressources dans ce jeu-là. Ou les chameaux. Voilà, fait que c'était mon choix. Donc, on était à 88. Zolkin. Zolkin. Super. Moi, mon 88e, c'est un jeu que t'aimes bien quand même. C'est Dice Throne. Oui. Puis je vais être bold puis dire Marvel Dice Throne. Oui. Parce que pense que c'est mes personnages préférés dans Dice Throne. C'est les personnages de Marvel. Hein? On était les premiers à rouler les yeux quand on a vu ça. Oui. Non, ils font pas un Oui. Dice Throne Marvel. Ah, Oui, man, on était les premiers. Puis c'est vraiment bon. T'sais. Oui. Dice Throne, c'est un jeu... On va dire un jeu de duel. Tu peux jouer à deux. Tu peux jouer à plus que deux, là, mais honnêtement, ça perd beaucoup de son charme si tu joues à plus que deux. C'est vraiment Faut que tu joues en équipe. Ouais. Tu joues en équipe, tu joues à plus que deux. C'est vraiment designé pour être un duel entre deux personnages. Là. Fait que, dans Dice Throne classique, on joue des personnages un peu fantasy / steampunk générique. Là. Ouais. Western, un peu de tout. Là. Bon, c'est ça. Dans celui-là, ben, on joue les personnages de Marvel, évidemment. Donc, chaque personnage va avoir son plateau de joueurs, va avoir justement une belle petite boîte avec toutes ses composantes dedans, une belle petite boîte Game Trays. On a ton plateau de jeu que tu vas déplier, sur lequel tu vas avoir toutes tes attaques possibles. Tu vas avoir un deck de cartes qui est propre à ton personnage. Puis tu vas avoir aussi des fois, ben en fait tout le temps, quelques jetons aussi qui sont uniques à ton personnage, qui sont aussi détaillés sur un aide de jeu. Puis tu vas avoir tes dés qui sont aussi pour ton personnage. À ton tour, c'est assez simple. Tu vas lancer tes 5 dés. Tu vas gagner des cartes, des points d'action. Tu vas pouvoir jouer des cartes. Mais essentiellement, ce que tu veux faire, c'est lancer tes dés pour faire ton attaque sur l'autre joueur. Fait que tu vas lancer les dés qui sont des D6, qui sont numérotés de 1 à 6, mais qui ont aussi des symboles qui vont avoir une distribution quelconque selon ton personnage. Et tu vas tenter soit de faire des combinaisons avec les chiffres ou avec les symboles que tu vas lancer pour activer une des attaques sur ton plateau. Fait que sur ton plateau, tu as comme 7-8 attaques différentes. Fait que tu vas essayer d'en activer une. Mais pour activer cette attaque-là, faut que j'aille 2 éclairs, puis un casse de tort, puis un marteau. Puis c'est ça. Puis pour l'autre attaque à côté, ça me prend 2 éclairs, puis un marteau. Puis l'autre attaque, c'est 4 marteaux, puis ainsi de suite. Fait que tu vas faire ça, tu vas lancer tes dés. Tu as le droit à 2 relances, classique Yadi. Puis tu vas lancer tes dés, tu vas relancer ceux que tu veux relancer, puis tu fais ça 2 fois. Puis après ça, ton résultat final, là, tu vas décider quelle action que tu vas activer avec les résultats que tu possèdes. Il y a des attaques, c'est comme une straight. Il faut que tu aies 4 chiffres qui suivent ou 5 chiffres qui suivent pour la grosse straight. Sinon, ça marche avec les symboles. Ton attaque va dire ce que tu fais. Tu fais combien de dégâts? Est-ce que tu rajoutes un jeton de statut? Est-ce que tu gagnes un jeton de statut positif? Est-ce que tu mets un jeton négatif sur ton ennemi? Fait que tout ça va être dit sur ton attaque. Ton adversaire a généralement un jet de défense. Si ton attaque n'est pas indéfendable, il va pouvoir lancer les dés pour sa défense, qui est une de tes actions, l'action verte là, dans ton plateau personnel. Puis sa défense peut soit bloquer des dégâts, peut lui donner des affaires, des bonus, ou peut même retourner des dégâts à l'adversaire, dépendamment du personnage. Puis on va rouler comme ça jusqu'à temps qu'un des deux joueurs soit à 0 point de vie. Fait que c'est vraiment un duel un peu de la Mortal Kombat, là, mais avec des dés et des cartes. Le deck de cartes, tu vas avoir des points d'action qui te permettent de jouer les cartes. Il y a des cartes qui peuvent améliorer les actions de ton plateau. Fait que tu vas avoir des versions plus fortes de tes pouvoirs que tu vas déposer sur ton plateau quand tu les joues. Tu as des cartes qui ont des effets instantanés qui te permettent de manipuler les dés, des trucs comme ça. Fait que bref, tu vas faire une combinaison de cartes et de dés pour essayer de battre ton adversaire. C'est un beau jeu de duel, un beau système de jeu d'Ice Throne. C'est efficace. Encore une fois, ça fait un bon petit filler. Là, une partie dure 15-20 minutes. Là, c'est assez rapide. C'est un jeu qui a beaucoup de hasard, ça ne le cachera pas, mais c'est un jeu de dés. Là,
Ouais, Tu c'est sais. jouer à Yadzi avec une belle thématique autour de ce que tu fais avec tes dés. Tu sais. Ça Ouais, c'est devient ça. ça. Fait que c'est sûr que le hasard est important, mais c'est vrai que c'est un super bon système. Ouais, super le fun. Les personnages de Marvel sont ultra thématiques. Fait que c'est sûr que ça vient chercher un peu plus que de jouer le barbare ou le paladin, tu sais, qui est comme un peu... Ouais, Ah, ils qui sont sont très corrects. thématiques aussi. Ils sont très Oui, thématiques aussi, mais mais... sont génériques fantasy. Fait que, Ouais, c'est ça. puis ça, je dirais, pour cette raison-là, si quelqu'un veut aller moins dans le générique, la saison 2 de Dice Throne est beaucoup mieux. Où tu avais des classes plus funky. Oui, oui, ils ont essayé de faire un peu plus champ gauche, puis Le général, puis le l'espèce de vampire, le pirate mec, puis le maudit. vampire, le pirate cursed, Ouais. etc. C'était moins générique que le séraphin, puis l'ange, puis le paladin. Voilà, fait que mon numéro 88, c'est Dice Throne Marvel. Come on! Excellent choix. Moi, je vais spoiler. Dice Throne Adventures me fait sortir Dice Throne de mon top 100. Ah, ça c'est Malheureusement. triste. Parce qu'il me l'a scrappé. Ben, pas scrappé, c'est parce que c'est pas si mauvais que T'as ça, laissé Dice un Throne petit goût Adventures. amer, mettons. Mais il m'a laissé un petit goût amer. J'aurais voulu que ça soit extraordinaire, puis c'était correct. Fait que ça m'a comme fait. Nyeh. Fait que, mais promets que je vais me départir de Adventures, garder Dice Throne, puis qu'il va revenir tranquillement, parce que ça reste un excellent système. Je poursuis donc avec mon 87, qui est tout l'opposé de ton jeu, mais qui a un point en commun, c'est-à-dire que c'est très asymétrique entre les Ah, je pensais que joueurs. t'allais Chaque dire que c'était joueur un jeu de Marvel. Non. Son point commun, c'est que c'est très asymétrique, mais c'est une bête à expliquer. C'est le jeu Vast de Leather Games. Ouais. Designé par Monsieur Leather lui-même, qui je pense que c'est un de ses seuls jeux. Il y en a peut-être fait un ou deux autres. On en avait parlé dans nos auteurs que j'aimerais ça qu'ils Ouais. fassent d'autres choses. Mais donc, Vast de Crystal Caverns et la suite, l'un ou l'autre, sont interchangeables, qui est de Le Mysterious manoir. Manor. Ouais. Grosso modo, ce qu'on a, c'est que le jeu se joue dans un monde idéal. Il se joue à 5, mais on peut jouer à moins. Il y a des façons de l'adapter. Puis chaque joueur va avoir un rôle différent dans une caverne étrange. Et les joueurs vont donc avoir chacun un objectif de victoire. Fait qu'on va avoir un chevalier qui tente de trouver un dragon et de le tuer. On va avoir un dragon ancestral endormi qui tente de se réveiller et fuir la caverne. On va avoir des gobelins qui courent après le chevalier pour le tuer. On va avoir un voleur maudit qui doit trouver un certain nombre de trésors pour pouvoir lever la malédiction qui pèse sur lui et ensuite fuir la caverne. Et on a la caverne qui veut tuer tout le monde. Et chaque joueur contrôle l'un de ces 5 éléments-là avec un beau matériel, des belles cartes, etc. Pas nécessairement la meilleure des qualités pour les cartes, mais on a des choses très thématiques et surtout, on a un système de règles différent pour les 5 joueurs. Et là, quand j'ai un système de règles différent, il n'y a rien en commun dans ce que les joueurs font. Ils n'ont pas le même matériel, ils n'ont pas les mêmes règles de déplacement, ils n'ont pas les mêmes règles d'attaque, ils Pas les n'ont mêmes pas, actions. ils n'ont pas les mêmes actions, ils n'ont pas le même nombre d'actions, ils n'ont pas le même bassin d'actions, ils Ils ne ont, voient pas les mêmes puis choses. ils ont pas le même objectif de victoire aussi. Ils Ça, n'ont pas le même c'est... objectif de victoire. Tu sais. Fait que si le chevalier tue le dragon, il gagne. Mais le dragon ne veut pas nécessairement tuer le chevalier, le dragon veut fuir. Alors que le gobelin, lui, veut tuer le chevalier. Alors que le voleur, lui, il sac de tout le monde, il veut juste aller voir ses trésors, mais tout le monde a un bonus s'il attaque le voleur. Fait que c'est un jeu qui est tellement compliqué à expliquer, mais tellement satisfaisant quand tu réussis à l'installer puis à jouer une partie. Parce que justement, puis tu sais, c'est un jeu, je le cacherai pas, si tu joues avec des gens qui n'ont pas joué, puis j'ai toujours eu minimalement une personne qui avait jamais joué autour du plateau, tu es obligé de dire, bon, mais là, je vais expliquer les règles à tout le monde, puis je peux pas juste vous prendre un parent pour l'expliquer, tu dois écouter un petit peu les règles des autres, parce que moi, je dois savoir que le chevalier peut faire tel truc, même si j'ai rien à voir avec le chevalier. Ouais, puis faut que tu saches... Tu sais, faut que tu connaisses un peu sa condition de victoire parce que tu Pour pourrais le vouloir y bloquer. nuire pendant la game. Exactement. Même... Parce que même tous les joueurs ont quand même une influence un petit peu avec tous les autres joueurs. Le gobelin, il veut rien faire au dragon, mais le gobelin ne peut pas laisser le dragon fuir la grotte parce que sinon il va perdre la game. Puis le gobelin, il veut pas trop affaiblir le. Tu sais, s'il affaiblit beaucoup le chevalier sans le tuer, ben, le chevalier il a de la misère à ralentir le dragon, ce qui fait que le dragon a plus de chance. Tu sais, fait qu'il y a une espèce d'économie interne, si tu veux, à l'intérieur du jeu, dans les objectifs que chacun essaie d'atteindre. Puis, tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, je pense, c'est la caverne. Quand tu joues la caverne, c'est que tu contrôles tout ce qui est dans la caverne. Fait que quand un joueur explore une tuile, c'est toi qui vas la choisir, la tuile. Quand le chevalier ouvre un coffre et trouve un trésor, c'est toi qui lui donnes son trésor. Fait que là, il faut que tu gères. Si je donne une épée trop forte, ben là, il va tuer le dragon puis il va gagner la game. Mais peut-être que le dragon, il est en train de torcher tout le monde puis qu'il est sur le bord de gagner. Fait qu'il faut que je donne une épée très forte pour qu'il ralentisse le dragon. Mais en même temps,
faire attention, pas lui donner des bottes qui font qu'il se déplace trop vite, parce que là, après, le dragon, quand il va spawner dans l'autre coin, il va être capable de recourir après pour le réattaquer tout de suite. Faut que je fasse attention à ça. Puis là, si le Knight, je le mets trop fort, ben là, le gobelin, il peut plus ralentir le Knight parce qu'il est plus capable de rien faire contre le Knight. Fait que, il y a toute cette dynamique-là à l'intérieur du jeu, puis c'est super, c'est malade de jouer une partie de Vast. Mais la raison pour laquelle, parce que la dernière fois, je l'avais mis 31e, étrangement, il était collé sur Zolkin encore. Zolkin était 30e. Mais la raison pour laquelle il est plus haut, c'est qu'il est extrêmement difficile à sortir. C'est comme un Root sur les stéroïdes, là. Ah, ben oui. Parce qu'il n'y a pas d'arbre commun. Tu sais, Root, les combats, les déplacements, c'est quand même la même chose pour pas mal toutes les factions. Puis il y en a certains. Puis c'est d'autres éléments dans ta façon de jouer ta faction qui vont être asymétriques, mais il y a un tronc commun Ouais. qui fonctionne de la même façon. Puis l'objectif est le même, c'est d'avoir des points de victoire, avoir, je pense, c'est 30, avoir un certain nombre de points de victoire. Le premier qui l'atteint, il gagne la partie. Là, ça n'a rien à voir. J'ai pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes façons de l'atteindre que les autres. Fait que c'est le jeu d'asymétrie ultime que je connaisse, plus que Dune, plus que Road, plus que tous les autres auxquels je pense, dans la lourdeur de ce jeu-là, parce que c'est un jeu de 2h30, 3 heures, 100% asymétrique, il n'y a rien qui est en commun entre les factions à part qu'ils sont sur le même plateau. Fait que si c'est quelque chose qui te parle, c'est vraiment une expérience à essayer au moins une fois. Si tu peux pas, écoute, contacte-nous, on va organiser une game. Ouais, ça serait le fun de rejouer. C'est vrai que c'est le fun. C'est C'est une belle vrai. Moi, expérience. j'ai réussi à jouer parce que c'est un jeu que j'ai réussi à sortir pour vrai peut-être aux 2 ans, mais que j'ai réussi à organiser une Ouais. game de Root. Puis un peu, pas de De Root, Vast. de Vast. Puis un petit peu comme certains jeux comme Dune, ils ont le défaut du nombre de joueurs. Parce que dès que tu enlèves un joueur, il faut comme pas que tu le remplaces par un intelligence artificielle, mais il y a un système, tout dans le livret des règles, ça va être écrit, si vous jouez à 2, ben c'est le dragon contre le chevalier, par exemple. Si vous jouez à 3, tu peux rajouter telle faction, puis ça marche de même. Si vous jouez à 4, ça marche de même. Il y a juste à 5 qu'il n'y a pas de changement de règles parce que tout le monde est là. Fait que quand tu veux une expérience extraordinaire, tu joues à 5. C'est pas facile à organiser, c'est pas facile à expliquer. Ça prend quelqu'un qui maîtrise les règles sur le bout des doigts, ce qui n'existe pas. À 4, t'enlèves le voleur, je pense. À 4, t'enlèves le voleur, ce qui est un peu le moins pire parce que Ouais. c'est le seul qui n'a pas Il y a moins d'influence des autres. il y a pas un objectif qui est en lien avec les autres joueurs. Puis les Ouais. autres joueurs, quand ils attaquent le voleur, c'est juste qu'ils gagnent un bonus. Fait que c'est comme ça pour le rendre. Ça, c'est quand même drôle de jouer le voleur. Mais c'est ça. C'est un jeu extraordinaire, mais difficile à sortir. Fait que Vast, mon choix, je suis à 87. Génial. Mon numéro 87, j'ai choisi un nouveau jeu qui était pas sorti à l'époque, Smartphone Inc. Donc, un jeu qui est sorti en 2018. C'est un jeu de Cosmodrome Game, là, donc de l'auteur Ivan Lachin, qui est un designer russe. Donc, c'est un jeu d'économie, de engine building puis d'économie. On va gérer une compagnie de smartphones, puis on va essayer de faire les téléphones, puis de les vendre à nos clients pour faire le plus d'argent. C'est un jeu où on va avoir un plateau qui est divisé en différentes villes, qui est différents endroits où on va pouvoir vendre nos téléphones. Puis c'est un système d'action qui est relativement simple, qui a une iconographie vraiment bien faite dans le jeu. On va placer des tuiles une par-dessus les autres pour couvrir des icônes. Puis dans le fond, les icônes qui vont être sur nos tuiles, qui seront pas cachées, vont représenter les actions qu'on va faire dans le tour. Fait que si je veux faire plus de livraison dans ce tour-là, ben, je vais laisser les icônes de livraison visibles. Mais si je veux pas faire trop de livraison, ben, je vais pouvoir les cacher. Puis là, je vais garder plus les items de technologie pour aller faire les recherches puis gagner des pouvoirs. Fait que c'est à toi de gérer un peu comment tu places tes tuiles pour faire le nombre d'actions que tu veux. Puis chaque icône va te donner une action dans cette facette du jeu-là. Fait que c'est vraiment facile à comprendre comme principe. C'est quand même original comme système d'action. Puis on va, après ça, ben, on va aller placer nos jetons dans les villes. On va essayer de vendre les téléphones dans les villes. Puis on va essayer évidemment de setter les prix de nos téléphones parce que c'est toujours les téléphones les moins chers qui vont se vendre en premier dans une ville. Fait que si moi je vends mes téléphones à 2$ puis toi tu les vends à 4$, ben les gens vont acheter des téléphones à 2$ s'ils peuvent. Parce qu'évidemment, ils sont pas fous, ils vont acheter le moins cher. Mais là, ça se peut que en vendant un moins cher que toi, ça se peut que je te vole certains spots de clients parce qu'on va les vendre dans l'ordre. Fait qu'on vend les téléphones à 2$, puis après ça, les téléphones à 4$, toi, tu vas pouvoir vendre aux clients restants si ce prix-là leur convient. Parce que le prix, ça va être comme le maximum que le client veut payer.
Fait que s'ils vont acheter les téléphones à 2$ en premier, puis après ça, ben toi, 4$, ben tu vas acheter ceux qui étaient peut-être plus haut que ça ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun d'interaction, puis c'est un jeu qui peut quand même être un peu cutthroat dans cette structure-là, mais ça fit avec le thème de c'est un jeu économique. Évidemment, si tu vends moins cher, on va te l'acheter en premier. C'est pour ça que les téléphones moins chers passent en premier. C'est une belle expérience, puis c'est un jeu économique qui, dans ce style de jeu-là, c'est souvent des jeux ultra complexes, alors que celui-là réussit à le simplifier d'une belle façon, puis je pense que ça reste un jeu économique qui est relativement accessible. Fait que si vous voulez commencer dans un jeu économique, vous voulez découvrir ce style de jeu-là, ça peut être une belle porte d'entrée. Parce qu'il y a une belle simplicité, ce qui est quand même rare dans les styles de jeu un peu économiques comme ça, que l'offre et la demande, puis des prix comme ça qui peuvent varier, un marché variable, etc. Là. Fait que c'est un beau jeu, que du matériel assez hot, là, les plateaux comme Double Layer. Moi, j'ai comme la version Kickstarter, fait que j'ai aussi un deuxième plateau pour les parties à 2-3 joueurs qui est plus petit, parce que c'est un jeu que tu veux quand même qu'il n'y ait pas trop d'espace pour que les joueurs s'étalent, parce qu'il faut faire la compétition avec les autres. C'est ce qui crée un peu la dynamique du jeu, d'avoir cette compétition-là entre nous directe pour se battre, pour avoir les clients. Mais c'est une belle expérience. C'est un jeu que j'aimerais ressortir plus souvent, mais je suis quand même fier de l'avoir kickstarté. C'est un des rares jeux que j'ai kickstarté, puis ça a été un bon coup. Puis je suis content d'avoir encore smartphone, puis c'est un jeu que j'espère évidemment ressortir. Ça peut être un bon jeu pour jouer à 5, justement. Tu sais, des fois, on est 5, on est beaucoup dans une soirée de jeu, puis on veut pas nécessairement un jeu qui va durer 4 heures à 5, mais celui-là, honnêtement, à 5, tu sais, ça va rentrer en moins de 2 heures, fait que ça va se faire vraiment bien. Que ça peut être une belle solution pour vos soirées à 5 joueurs. Smartphone Inc. numéro 87. Très bon choix. J'ai joué juste une fois. J'avais joué plus, il aurait peut-être été là, mais j'ai joué juste une fois. Je continue donc avec on est rendu à 86, qui est le jeu, un autre deck building, cette fois-ci de M. Buckle et Turchi. C'est-à-dire le jeu Imperium, là, puis on peut prendre la boîte de son choix. Si on veut des civilisations classiques, on va y aller avec le classique, justement. Si on veut des civilisations mythiques, on va y aller avec le Imperium Legends, légende. Imperium, dans le fond, c'est un deck building qui a une structure comme tout deck building, là, fait qu'une structure relativement classique. Quand je passe au travers de mon deck de cartes, je prends ma défense, je rebranche, je continue à piger. Mais lui, il y a plusieurs petits twists qui sont intéressants. C'est un jeu de civilisation, qui est un type de jeu que j'aime beaucoup. Faut qu'on va essayer de développer une civilisation. Chaque civilisation, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle est asymétrique parce que le cœur du jeu est quand même le même pour toutes les civilisations, mais chaque civilisation va se jouer de façon très différente selon ce qu'on va choisir en début. Fait que, par exemple, dans l'Imperium classique, si on prend les Romains, on va aller vers la conquête de territoire, évidemment, énormément vouloir s'étendre au niveau des terrains, tandis que si on prend dans la légende les Arthuriens, ben, il y a un type de carte qu'on va considérer différemment, puis on va plutôt tenter de faire des missions pour trouver Graal, etc., des trucs comme ça. C'est quand même une asymétrie, au moins 5 sur 10. Là. Oui, ça, je le mettrais à un 4-5 sur 10 en termes de symétrie parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais ils vont avoir des objectifs puis des façons de les atteindre différentes puis des façons de jouer différentes. Parce qu'on va avoir différents types de cartes qu'on va acheter. Tu sais, quand on va faire notre mise en place, on va aller se placer une espèce de languette dans le milieu du plateau puis on va brasser différents decks de cartes. Puis dans tel deck de cartes, il va y avoir plus de terrain, tandis que dans telle guerre de cartes, il va y avoir plus de cartes de type philosophie ou je ne me rappelle plus trop le terme qui est utilisé, mais il va y avoir des cartes plus au niveau de la construction de la société, des cartes de terrain, des cartes d'attaque, etc. Puis on va brasser ces différents decks de cartes-là, puis on va les révéler au hasard pour se faire le marché qu'on va avoir. Fait ensuite, on va acheter des cartes qu'on va racheter à notre civilisation. Certaines cartes vont venir avec un type de carte qui s'appelle Unrest, si on décide de les acheter, où on peut booster son action pour aller chercher la carte sans qu'il y ait le Unrest, qui est une carte négative qu'on va acheter dans son deck. Puis l'une des clés du jeu qui fait que ce jeu est si original, il y a bien des petites affaires sur lesquelles je ne passerai pas, mais c'est que chaque joueur a plusieurs decks de cartes qui lui appartiennent. J'ai mon deck de cartes de civilisation personnelle, j'ai un deck de cartes d'avancement personnel. Puis l'idée, c'est qu'à chaque fois que je passe au travers de mon deck de cartes, quand j'ai fini de piger mes cartes, puis je dois rebrasser ma défausse, mais je vais racheter une carte de mon deck de civilisation dans ma défausse. C'est comme ça que ma civilisation avance dans l'histoire. Quand j'ai passé mon deck de civilisation au complet, puis qui est tout rendu dans mon deck de cartes, mais là, je débloque, je passe d'une civilisation barbare à une civilisation justement civilisée. Tu passes à l'âge 2, dans le fond.
je passe à l'âge 2, puis là, j'ai un autre deck de cartes qui devient disponible, que là, je peux acheter des cartes dans ce deck-là, mais lui, il n'est pas brassé, je vais choisir quel deck j'achète. Fait que là, si j'ai les Grecs, je vais vouloir aller vers la philosophie, puis la littérature, puis etc., puis les arts, tandis que si j'ai Romain, je vais vouloir conquérir puis tuer tout le monde. Des trucs comme ça. Fait qu'il est vraiment clever dans sa façon, il est vraiment brillant dans la façon dont tu gères ton espace personnel, puis comment tu veux gérer les cartes de l'espace central. Il y a plusieurs cartes qui vont attaquer, il y a plusieurs cartes qui vont permettre de se défendre aussi contre les attaques de l'adversaire, fait qu'il y a beaucoup d'interactions. Puis ça rapporte ta civilisation, tu sais, les Romains vont attaquer plus que le peuple de Shangri-La, tu sais, qui est super peace and love, puis qui veut juste trouver l'Eldorado, là. Fait qu'il y a beaucoup de sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques qui sont lourdes, mais il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, puis d'interactions avec le matériel du jeu, puis de façon de faire progresser ta civilisation. Son plus gros défaut, c'est vraiment qu'il est complexe à apprendre. Il n'est pas facile à apprendre, il n'est pas naturel à apprendre. C'est pas un deck building d'entrée de gamme. C'est un gros deck building. C'est un David Turchi, fait que ceux qui le connaissent savent que c'est toujours des règles très procédurales. Mais c'est super bien organisé, c'est bien fait. L'animation, malheureusement, pas le meilleur. C'est triste un petit peu. Mais sinon, une fois qu'on le maîtrise, ça roule super bien. Puis c'est un excellent, excellent jeu à jouer en solo aussi. Il y a une belle intelligence artificielle pour contrôler la civilisation qui va jouer contre toi. Elle est extrêmement procédurale et ardue à apprendre, mais quand elle est maîtrisée, c'est un jeu qui roule super bien en solo. Très agréable. Donc, un excellent, excellent deck building. Mon Imperium, mon numéro 86. J'ai jamais essayé encore, malheureusement. Imperium. Un très bon jeu. Mon numéro 86, j'y vais avec un grand classique, un jeu qui est... c'est sûr qu'il est dans le top 100 de Board Game Geek. Là. C'est Wingspan. Ah. Il doit être dans le top 20 au moins, ou c'est pas dans le top 10. 25. 25, ouais, c'est ça. Un jeu qui est assez connu. Je pense qu'il n'y a pas besoin tant de présentation que ça. C'est un jeu d'engine building dans lequel on va se construire un engin avec des cartes d'oiseaux. Les oiseaux, ce qui est cool aussi, c'est que toutes les cartes sont inspirées évidemment de vraies espèces d'oiseaux. Donc, au départ, c'était les oiseaux là, qu'on retrouvait aux États-Unis, mais là, ils ont fait... des boîtes d'extension pour l'Océanie, pour l'Asie, pour l'Europe. Ils ont exploré les espèces d'oiseaux des autres continents aujourd'hui. C'est un jeu qui a un peu tout raflé quand il est sorti. Il a gagné à peu près tous les prix inimaginables dans l'industrie du board game. Les Spiel, l'As d'or et Name It. Là. Fait que ça a fait une grosse vague, ce jeu-là. C'est un engine building qui est quand même relativement simple et quand même facile à prendre en main. Dans le fond, on va avoir 3 actions possibles sur notre plateau. On a comme 3 rangées où on va mettre nos cartes. Puis la première action, c'est gagner de la nourriture. La deuxième, c'est pondre des œufs. Puis la troisième, c'est piger des cartes. Puis dans le fond, à chaque fois qu'on va jouer des cartes d'oiseaux en payant les ressources nécessaires, on va aller les placer dans un de ces 3 habitats-là, qui sont les 3 rangées. Puis on va couvrir les icônes qui étaient sur cette case-là. Ça veut dire que cette action-là va devenir plus efficace parce qu'on va toujours, quand on va l'activer, on va toujours prendre les icônes qui sont le plus à droite, le plus à gauche, visible plutôt. Fait que plus je joue de cartes dans le même habitat, ben plus mon action devient efficace. Fait que si je mets des oiseaux dans la forêt, ben là, mon action de nourriture va me permettre de prendre 2-3 ressources éventuellement. Même affaire pour les œufs. Si je mets des cartes dans la plaine, ben je vais pouvoir pondre 2, éventuellement 3, 4 œufs d'un seul coup. Les œufs, on les place sur les cartes. Ça va pouvoir nous donner des points. Puis piger les cartes, c'est le même principe. Chaque oiseau va avoir des pouvoirs, va te donner des points aussi à la fin de la partie, va avoir des icônes sur son type de nid, va avoir aussi certaines habiletés. Il y en a qui c'est des prédateurs, fait qu'ils vont essayer de chasser. Quand tu vas les activer, tu vas pouvoir piger une carte, la mettre en dessous si elle est assez petite pour pouvoir marquer des points. C'est ça, à chaque fois que tu vas activer, dans le fond, quand tu vas activer l'action, tu vas activer tous tes oiseaux qui sont dans cette ligne-là. Fait que tu vas essayer de faire des combos puis d'utiliser les effets de tes oiseaux pour maximiser tes 3 actions de base. Puis d'optimiser ça pour faire le plus de points. Tu as des objectifs à la fin de chaque manche. Tu as un objectif. Là, ça peut être d'avoir un certain nombre d'oiseaux dans tel habitat, d'avoir des œufs de telle sorte dans telle sorte de nid, etc. Les œufs ressemblent beaucoup à des œufs Cadbury. Tu as le goût de les manger.
Mais ils sont en plastique, faites pas ça. C'est inquiétant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit côté plat, parce que sinon on s'y méprendrait. C'est un bon jeu, honnêtement. Tu sais, j'ai rien à dire contre le jeu. C'est un bon jeu. J'ai pas été dans ceux qui ont trippé leur vie sur Wingspan, mais je trouve ça bon. Je trouve ça le fun. J'ai joué aussi quelques parties sur Board Game Arena parce qu'il est rendu disponible là-dessus. Fait que ça joue quand même bien aussi. Si jamais vous voulez l'essayer, si vous le connaissez pas. C'est ça. Fait que j'ai aimé aussi la recherche scientifique derrière ce jeu-là, si on peut dire. Dans le sens que les informations sur les oiseaux ou le pouvoir de l'oiseau est un peu thématique avec ce que l'oiseau est pour vrai. T'sais. C'est l'habilité de prédateur, mais c'est un oiseau prédateur qui l'a. Fait que c'est le fun qu'il y a une recherche qui a été faite. Les tailles des oiseaux, le wingspan, là, la taille de l'envergure des ailes quand elles sont ouvertes. Ben, c'est une caractéristique sur les cartes, parce qu'il y a certaines cartes qui peuvent avoir un rapport avec ce chiffre-là, mais c'est les vraies envergures des vrais oiseaux. Fait que je trouve ça le fun, toute la recherche qui a été faite derrière le jeu, ça rajoute une petite saveur scientifique, une véracité scientifique à ça. Fait que je trouve que c'est vraiment bien pour cet aspect-là, en plus du gameplay qui est le fun et accessible. Fait que Wingspan, mon numéro 86. C'est sûr que si c'est un jeu que je joue pas tant que ça, probablement qu'au prochain top 100, il sera peut-être plus là. Mais c'est ça. Parfait. Je continue donc avec mon 85 qui a en commun avec ton 86 que c'est un jeu qui s'appuie sur des véracités. C'est un jeu de DVG, d'Anderson Games. C'est le jeu Warfighter, plus spécifiquement la version Shadow War, qui s'appelle The Modern Combat Card Game, quelque chose comme ça. Ouais. The Modern Night Combat Card Game. J'ai oublié un mot. Warfighter, dans le fond, c'est quand, là, pour le contexte historique, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai écouté un film qui s'appelle Navy Seals avec des vedettes des années 80, c'est-à-dire Bill Paxton, Charlie Sheen et Michael Biehn. Et j'ai beaucoup tenté de retrouver ce feeling-là d'être une équipe d'intervention militaire américaine, comme dans nos films d'action préférés d'enfance, pour faire une mission quelconque. Et Warfighter me donne exactement ce feeling-là. Spécifiquement celle-là, il y a une version qui existe Deuxième Guerre mondiale, contrat militaire privé, etc. Mais ça, c'est la version comme équipe d'intervention de nuit. Là. Ouais. Tout est avec la vision de nuit parce que toutes les cartes sont vertes. Le plateau il est vert, toutes les cartes sont vertes, toutes les photos sont prises à partir du point de vue de quelqu'un qui a des lunettes de vision de nuit. C'est débile. Il y en a qui détestent le visuel du jeu pour cette raison-là et je les comprends, mais au niveau de l'immersion, c'est excellent. Fait que Warfighter, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va choisir une mission en début de partie, puis là, on va avoir, faire exploser un bâtiment ennemi, aller sauver un otage quelconque, aller éliminer une cible. Il y a toutes les missions qu'on peut penser d'équipes de type Navy Seals. Puis on va choisir notre niveau de difficulté, puis ça va nous donner un certain nombre de points de recrutement ou de points de... Ouais, de points de recrutement, je pense que c'est le bon terme. Puis là, on va se bâtir une équipe. Mais il y a du stock dans ce jeu-là. Tu vas te bâtir, tu vas décider de prendre tel soldat avec tel soldat et tel soldat, et ils ont des noms, et c'est des photos prises réelles. Et il y a beaucoup de photos dans le jeu. En fait, toutes les photos dans le jeu, ce sont des vrais soldats qui existent dans la vraie vie, qui sont soldats réellement, qui ont accepté que leur réfugié soit représenté dans le jeu. Pas toutes les photos, mais la plupart. Puis certains, les noms sont écrits, là, tel soldat, 3e régiment, colonel, gna. Fait que tu vas te faire ton équipe de soldats, puis avec tes points de recrutement, tu vas recruter. Chaque soldat va avoir différentes habiletés. Évidemment, plus ses points de recrutement sont hauts, plus il va en avoir. Mais il va falloir tes équipes aussi. Fait que tu vas décider. Puis là, tu es dans le style un peu comme le vieux jeu de vidéo XCOM. Tu recrutes jusqu'au nombre de chargeurs qui part avec. Là. Fait que il part avec 2 grenades, son fusil d'assaut, 2 chargeurs de rechange, son pistolet, 3 chargeurs de pistolet. Il y a son couteau de combat, des bottes d'entraînement, un gilet pare-balles, un casque, un micro, etc. Puis chaque affaire coûte des points. Si tu veux que ton soldat, il y a des compétences spéciales, lui c'est un sniper, lui il est bon pour rentrer, lui il est bon en explosif, etc. C'est des points supplémentaires que tu peux y acheter. Il y a toutes les extensions inimaginables. Tu veux une équipe d'intervention israélienne, il y a une extension. Tu veux une équipe d'intervention strictement canadienne, il y a une extension. Tu veux un mélange de japonais, chinois, allemand, finlandais, il y a des expansions. Je pense qu'ils ont quelque chose comme 75 ou 80 extensions juste pour ce jeu-là. Je te dis, il y a tout ce que tu peux imaginer. Puis, il y a une extension genre de fusil russe, là, juste pour que tu puisses rajouter ton équipe d'intervention russe. Ça te tente. Fait que, il y a 1 milliard d'extensions qui existent pour ce jeu-là. Puis après,
dont tu vas t'infiltrer, de la façon dont tu vas t'exfiltrer. Fait que tu peux te faire parachuter, ça coûte pas trop cher parce qu'ils font juste te domper là, ou tu peux te faire déposer par un hélicoptère, ou arriver en bateau, ou arriver en nage, ou arriver à pied. Fait que plus tu vas choisir une façon d'infiltration qui te donne des avantages, puis elle va te coûter cher. Ta façon d'exfiltration, même affaire. Si c'est un truck qui vient te chercher, qui fait beaucoup de bruit, ça ne coûtera pas trop cher, mais ça se peut que tu te fasses tirer au missile. Si c'est un hélicoptère qui passe, qui te drop une corde, puis qui te ramasse, ben ça coûte très cher dans tes points de recrutement au début. Puis après, c'est que tu essaies de progresser dans des lieux. On les voit, tu es placé en colonne sur ton plateau de jeu. Chaque lieu, tu vas voir des gens se déplacer, puis tu peux prendre des actions pour observer puis essayer de voir c'est qui ces gens-là. Est-ce que c'est un civil? Est-ce que c'est un soldat qui prend la garde, etc. Puis tu essaies de progresser dans tes lieux-là jusqu'à temps que tu te rendes à l'objectif. Fait que si, par exemple, je suis sur une plateforme pétrolière puis il faut que j'aille éliminer le chef, ben là, on se pose sur la plateforme, on grimpe, j'avance dans le premier lieu, je vois quelqu'un, je décide de le sniper sans avoir pris le temps de regarder. Fait qu'on flippe la carte. Ah, finalement, c'était un ouvrier qui travaillait sur place, qui passait par là. Je suis désolé, man. Fait qu'on vient de tuer un innocent. On se sent mal, mais on a quelqu'un de moins qui risque de sonner l'alarme. Puis là, tu essaies d'avancer comme ça jusqu'à temps que tu arrives à ton objectif. C'est un jet de. Puis après, c'est des jets de compétences relativement classiques. C'est un genre de 10 dans ce système-là. Fait que tu vas avoir toujours un jet pour voir si tu touches, un jet pour voir si tu réussis à faire des dégâts, à infliger. Il y a un système d'alarme, évidemment. Tu es dans des missions de nuit. Fait que, tu sais, une game, étrangement, là, une game qui va bien, puis je vais toujours me rappeler la première fois que je l'ai montré à Patrice Allais, notre collaborateur sur la chaîne. La première game qu'on a joué ensemble, on n'a pas tiré un coup de fusil. Ouais, c'est ça. La Ça peut être un mission jeu a de été stealth, là. parfaite, mais c'est à la base, c'est un jeu de stealth. Tu veux pas, tu sais, parce que dès que tu tires un coup de mitraillette dans la nuit dans ta plateforme pétrolière, il y a des gens qui s'en rendent compte. Puis il y a d'autres missions, il faut que tu fasses exploser quelque chose, fait que tu mets tous tes pions en place. Tu dis, OK, quand on pèse puis ça explose, la lampe part, fait que là, il faut qu'on soit décollé d'ici 2 tours de jeu, sinon on est dans le trouble. C'est vraiment un jeu au niveau thématique qui est extraordinaire. Il est très, très lourd de règles. Surtout que le livre de règles, c'est le genre de livre de règles qui te présente tout ce qui existe dans toutes les versions et extensions du jeu dans le même livre de règles. Parce que ce jeu-là, il existe Fantasy, il existe Deuxième Guerre mondiale, il existe Contre militaire privé, il existe Warfighter, celui que je suis en train de vous montrer, le Shadow War, etc. Il y a plein de versions qui existent, puis tout se mélange. Là. Je peux faire un gars du Navy SEAL qui arrive dans un tank de la Deuxième Guerre mondiale, qui rentre dans une caverne avec un sorcier, puis que Cthulhu sort. Ça se fait. Malade. Sauf que dans le livre d'instruction, il y a toutes les règles. Fait que, dans mon livre d'instruction, il y a les règles fantasy, puis les règles médiévales, puis les règles de science-fiction, puis les règles de. Tout est dedans. Fait que ça peut être mêlant de s'y retrouver. Puis c'est un livre de règles de 80 pages que tu as besoin dans les 15 à peu près, mais il faut que tu trouves c'est lesquelles les 15. Mais il y a toutes les règles. Si tu penses que ça existe en niveau militaire, c'est dedans. Oui, il y a les règles pour le K9, les chiens d'intervention, il y a des règles pour les parachutistes spécialisés, il y a des règles pour les bombardements, il y a tout ce qui existe militaire, c'est tout dans eux. Fait que c'est mon choix 85, Warfighter. C'est des malades, ceux qui ont fait ce jeu. Ben, c'est des gars qui tripent sur aussi la véracité de ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils tripent cette thématique-là. Ouais. Ok, mon numéro 85, c'est un autre jeu économique. C'est mon segment des jeux économiques. C'est un qui est dans le top 10 de Board Game Geek. Donc, c'est Brass, qui est présentement deuxième sur Board Game Geek. Donc, juste derrière notre ami Gloomhaven. C'est pas un jeu que j'ai joué souvent. C'est pour ça qu'il est peut-être aussi loin dans mon top. Je pense que si c'est un jeu que j'avais joué plus régulièrement dans les dernières années, il serait peut-être mieux positionné. Puis je pense même que j'ai joué juste une fois. Fait que ça vous donne une idée. Pour avoir joué une fois à un jeu puis qu'il se retrouve là, tu sais, c'est qu'il nous a laissé. À quel point c'est bon. Hein? Il nous a laissé une bonne impression puis qu'il m'a donné le goût d'y retourner, mais ça n'a jamais donné que j'ai le temps ou l'opportunité d'y rejouer. C'est un jeu économique. Ça, c'est des images de TTS, c'est moins beau. C'est un jeu économique où on va développer des industries. On va aussi développer des routes. Ferroviaires. Donc, on va faire des chemins avec des chemins de fer. On va les connecter à différentes villes. On va ouvrir des usines, des industries dans les villes. Puis, dans le fond, on a un plateau personnel avec plein de jetons de sortes d'industries différentes. Fait qu'on va pouvoir prendre les jetons puis les placer sur le plateau principal quand on va développer des industries.
Donc, exemple, si on veut, les joueurs vont avoir besoin éventuellement de charbon, mais là, il faut que des joueurs ouvrent des usines de charbon pour rendre du charbon disponible. Mais ce qui est le fun dans ce jeu-là, puis je pense à la particularité de tous les jeux économiques, c'est que c'est un jeu qui est basé sur l'interaction entre les joueurs, mais une interaction qui est positive. Dans le sens que je peux construire une usine de charbon, mais tous les joueurs peuvent utiliser le charbon. Fait que s'ils se relient à mon usine, ben, ils peuvent utiliser mon charbon pour pouvoir construire ce qu'ils ont besoin. Puis tu veux que ça arrive, parce que dans le fond, quand tu construis quelque chose sur le board, il va y avoir un certain nombre de ressources dedans dans ton industrie. Mais ton industrie, elle va juste scorer des points quand tu vas avoir vendu toutes les ressources qui sont dessus. Ouais. Fait que si tu ouvres plein d'industries puis que personne vient chercher tes ressources parce que c'est pas ça que les autres ont besoin, ben tu scoreras pas tes points. Fait que faut que tu regardes un peu, ok, lui, il va avoir besoin de charbon parce qu'il se lance dans telle affaire. Je vais faire une usine de charbon dans ce coin-là. Lui, il va pouvoir l'utiliser. Il va pouvoir faire ses affaires, mais en même temps, moi, ça me permet de scorer mes usines. Fait que... C'est vrai que c'est le genre de jeu que même si tu ne gagnes pas, t'es comme content parce que t'as bâti de quoi que les autres se sont servis. T'es comme c'est le fun. Moi, tout le monde. T'as gagné, mais c'est grâce à moi parce que t'as pris tout mon charbon dans le game. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que ce concept-là, on le voit pas tant que ça dans des jeux comme ça. Non. Souvent, les jeux économiques, c'est très cutthroat comme jeu. T'sais, c'est des jeux, ok, je t'ai volé le spot ou le spot unique qui était là, c'est moi qui l'ai pris, ou je suis allé te couper l'herbe sur le pied sur telle affaire. Mais dans celui-là, oui, il y a peut-être un peu de ça avec les routes qu'on fait pour relier les villes, mais le côté, je trouve, c'est quasiment un côté collaboratif, là, mais ce côté d'interaction positive-là, je trouve qu'il ajoute une belle dynamique autour du jeu. Puis ça fait que pour moi, il se démarque dans ce style de jeu-là. Puis c'est ça qui fait que j'aurais le goût d'y retourner puis de continuer à explorer ce jeu-là. Donc, Brass, mon numéro 85, un autre jeu qu'il faut que je rejoue davantage, qui risque de peut-être gagner des positions avec le temps si je réussis à y jouer une ou deux, trois fois d'ici le prochain top 100. All right. Fait que donc, on est rendu à mon numéro 84. Oui. On a, dans mon numéro 84, là, ce qui est de particulier, c'est qu'il a fallu que je fasse un poker face. Parce qu'on a passé, ça va être notre premier crossover. C'est notre premier crossover? On n'a pas eu encore? Je pense pas, non? Non. C'est notre premier crossover, puis on a passé, écoute, à une position de l'avoir au même rang. Mais non! Fait que Brass. Arrête, ça a été malade. 84. Wow. Avoir su, je l'aurais mis 85e, mais là, je pouvais pas savoir. On pouvait pas le savoir. On se dit pas nos listes. Non, c'est ça. Fait que Brass 84 pour tout ce que tu as dit. Moi, j'aime la. Tu sais, c'est un jeu qui est comme simple et complexe à expliquer à la fois parce que concrètement, tu n'as pas tant de cartes que ça dans ta main. T'as pas tant d'options que ça dans ce que tu peux faire avec tes cartes, mais t'as tout un monde de possibilités sur où est-ce que je vais construire mes réseaux, puis l'aspect, comme tu dis, cutthroat, de quel réseau je vais prendre, où je vais construire mes routes. J'aime beaucoup les deux phases où on passe de bateau à train éventuellement dans le jeu. Ta phase de timing que tu veux que ton usine à se vide au moment où la phase de score apparaît, ça s'en vient. Fait que le fait juste ton économie, comment elle fonctionne, j'adore ça. Le fait que tu peux quand même, ton usine de charbon, m'en construire une là, ils vont prendre la mienne à la place. Il y a cet aspect-là. Elle est plus proche, fait que tu es obligé de prendre la plus proche. Fait que, c'est vraiment, je répéterai pas tout ce que tu as dit, mais c'est un excellent jeu. Puis, mine de rien, j'avais déjà joué il y a plusieurs années à la première version de l'auteur Wallace, quelque chose Wallace. Martin Wallace, oui. C'est Martin Wallace. Ou qui était une version, le jeu était tout aussi efficace, mais tu as un bon exemple de, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, je sais, mais quand tu prends un jeu, puis après tu as fait une version léchée au niveau de l'image, parce que même si tu as des composantes, les jetons de poker sont quelque chose, là, sur Chip Theory, mais c'est Rats the Games qui le fait. Ouais. Les jetons de poker qu'ils ont mis au niveau de la monnaie sont une espèce d'argile, sont super beaux, mais ce qu'ils ont fait avec le plateau, je pense que c'est Mr. Coddington qui l'a fait en plus. La job qu'il a faite sur ce plateau-là est extraordinaire. Oui, puis ils sont allés dans un style visuel qui est complètement différent de tout ce qu'ils font habituellement. Puis ça a donné vraiment de quoi de sharp. Oui, puis on dirait que t'es dans le. Justement, ça représente bien l'époque, l'espèce l'industrialisation de l'Angleterre, 18e, 19e siècle. Tu le vois, le charbon, tu as l'impression qu'il y a des sale, mais sale, beau. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'allais dire. Tu as l'impression que tu vois la boucane, tu es content de le voir de loin.
Puis c'est ça. Puis là, ça peut être n'importe quelle des deux versions. Personnellement, je préfère la deuxième. Là. Je mélange toujours les noms. Là. Ben, la deuxième, c'est Birmingham, je pense. Birmingham, Ouais. Lincolnshire, je pense que c'est celle de base. Ouais. Moi, je préfère la deuxième où tu rajoutes les barils d'alcool. Là. Ouais. J'aime mieux celle-là, mais sont interchangeables. Ultimement, je pourrais être l'une ou l'autre. Je pense que c'est elle, Birmingham, qui est en deuxième place d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est à celle-là que tu as joué, toi? Oui. Ok, ça. Fait qu'on a exactement la même. Qui a failli être un crossover à la même place, ça aurait été fou, raide. Ça failli. Mais ouais, définitivement un jeu qu'il faudrait qu'on joue dans la prochaine année, Brass. Ça va nous donner Ouais, le goût de jouer à plein de jeux, le top 100. c'est vrai. Mon numéro 84, c'est un jeu que tu vas peut-être nommer, puis peut-être pas nécessairement la même version. Là. J'ai mis un zombicide, parce que je sais pas, Ok. ça reste toujours le fun de jouer à zombicide. J'ai mis Black Plague, là, mais tu sais, vous Ouais. pouvez bien mettre celui que vous voulez, ça reste le même jeu. Là. Tu sais, zombicide, c'est comme. On m'a dit c'est le dungeon crawl de party. Là. Ouais. C'est un jeu de tuage de zombies. Là. Si tu avances, tu lances des dés, tu tues des zombies, tu upgrades ton personnage. C'est un jeu. Pour un jeu dans ce style-là, là, des jeux de dungeon crawl, c'est un jeu qui est relativement simple. Puis évidemment, il y a tellement eu de versions comme année, les règles, c'est pas mal les mêmes d'une version à l'autre. Là, mais c'est ça. C'est un gros jeu avec plein de plastique, plein de figurines. On tapoche du monde, on lance des dés. C'est du Ameritrash léger. Mais c'est plaisant, ça reste le fun à jouer. Tu n'as pas besoin d'être super concentré quand tu joues une game de zombicide. Fait que ça reste toujours plaisant. Puis je voulais en mettre un. C'est encore un jeu que tu dis, demain on fait une game de zombicide. Ah, nice, ça va être cool. On va passer du C'est bon sûr, ça temps. va être le fun. C'est sûr, ça va être le fun. C'est ce que j'appelle un améritrage de party. Ah, c'est ça, exact. Fait que Zombicide Black Plague, au numéro 84. Alright. J'arrive donc à mon numéro 83. Mon numéro 83, on arrive avec un de mes grands classiques qui a quand même glissé de quelques rangs. Il était 45e la dernière fois qu'on a parlé, fait qu'on parle d'un jeu plus vieux. Qui est peut-être le meilleur jeu de contrôle de territoire pour montrer à quelqu'un qui ne connaît pas trop les jeux de société. C'est Small World. Que j'aime encore dans Small World. Wow. Small World, dans le fond, c'est ça, c'est un contrôle de territoire pur. Il y a 2-3 twists intéressants dans le jeu. La première affaire qui est le fun, c'est que même dans la boîte de base, tu as peut-être, je sais pas, une vingtaine de peuples, mettons, et tu as une vingtaine de pouvoirs. Puis l'idée, c'est qu'en début de partie, on va se faire une espèce de tableau de 6 peuples qu'on va distribuer en ligne devant soi. Puis on va mettre un pouvoir aléatoire avec chacun de ces peuples-là, comme l'on le voit. On a les Rackmen, Dragon Master, les Giant Hill, les géants des collines. On dirait qu'on joue à donjon. Un classique. Mais, fait que ce peuple-là, avec ce pouvoir-là, tu vas voir cette combinaison-là juste dans cette partie-là. Surtout si tu as quelques extensions, les chances pour que tu revoies spécifiquement ce peuple-là avec ce pouvoir-là sont super infimes. Puis chaque peuple, chaque pouvoir a évidemment une particularité. Puis l'idée, c'est de contrôler des territoires. Selon le nombre de joueurs qu'on va jouer, on va jouer 8, 10 ou 12 tours. Puis tu vas avoir tes troupes, puis ton peuple va littéralement désigner le nombre de troupes que tu as. Si j'ai les Ratmen, par exemple, je vais en avoir 8. Puis là, tel pouvoir que j'ai choisi, il va m'en rajouter 4 de plus. Fait que j'ai 12 unités. Puis là, ce jeu-là, il est très déterministique là, en anglais. Dans le sens où si tu as 2 soldats quelque part, puis j'arrive avec 3, je gagne. C'est fini. Tu t'en as de là, tu en perds un, puis l'autre, tu le redistribues où tu veux dans ce que tu as. Puis, fait que tu n'as pas de dés à lancer, sauf à un moment, le dernier déplacement que tu fais dans un tour de jeu, là, tu vas pouvoir lancer un dé, fait que tu peux prendre une chance avec ce déplacement-là. Puis à la fin de ton tour, tu vas marquer des points en fonction du nombre de territoires que tu contrôles. C'est aussi simple que ça. Sa grosse twist, c'est évidemment tous les pouvoirs des factions. Fait que là, si je suis un humain, je vais faire plus de points sur les prairies. Si je suis les tritons, je peux passer sur l'eau. Si je suis les géants des collines, je vais faire des points dans les collines. Si je suis les morts vivants, les zombies ou les loups-garous, je sais pas trop. Les squelettes, à chaque fois que je tue 2 unités, je me crée un nouveau squelette. Les machines, je peux changer. Les loups-garous des round piles sont plus forts parce que c'est la nuit. Ouais, puis moi, j'ai déjà pogné des loups-garous squelettes. C'est dégueulasse comme combinaison. C'est dégueulasse. Mais le cela étant dit, son autre grosse twist, c'est la thématique pas la thématique, mais la mécanique du déclin.
C'est que dans ce jeu-là, à un moment donné, ton nombre de soldats, il est limité. J'en ai 12, mettons. Puis j'en ferai pas d'autres. Je vais juste en perdre à partir de maintenant. Sauf une ou deux factions. Mais même les factions qui en font, ils en feront pas 17. Ils vont en faire 2-3 au total dans le game. Fait qu'à un moment donné, t'es comme éparpillé. Puis là, j'ai mes 12 soldats sont répartis sur le plateau. Puis je peux plus vraiment prendre de nouveaux terrains. Ou peut-être que j'en protège quelques-uns. J'en ai perdu quelques-uns. Je peux prendre la place. Fait que tu peux dire, OK, ce tour-ci, je tombe en déclin. Fait que je fais rien de ce tour-là. Je saute un tour. Mais le tour d'après, fait que là, je vais virer toutes mes tuiles de bord, je tombe en déclin, j'en laisse juste une par zone, puis je vais continuer à marquer des points de victoire pour ces zones-là, mais ce peuple-là n'existe plus. C'est comme un peuple qui s'est éteint, puis qui va s'éteindre tranquillement. Puis à mon prochain tour de jeu, je vais choisir un nouveau peuple avec un nouveau pouvoir, puis je recommence. Puis selon la game que tu joues, tu vas tomber en déclin une fois, peut-être deux, peut-être trois, si ça va mal. dans ta partie, tu vas tomber en déclin quelques fois, fait que ta plus grosse décision dans la game, c'est quand est-ce que tu vas tomber en déclin. Ouais. Si tu tombes en déclin trop tôt, mais tu laisses beaucoup d'unités sur le plateau avec lesquelles tu aurais pu t'étendre un peu plus avant de tomber en déclin. Si tu tombes en déclin trop tard, mais ta civilisation est déjà en train de se faire massacré par toutes les nouvelles civilisations qui sont en train de se rentrer sur le plateau. Puis quand tu arrives avec ta nouvelle civilisation, tu arrives dans un coin que c'est difficile de percer parce que c'est des nouvelles civilisations toutes en shape. Fait que souvent, c'est le joueur qui time le mieux son déclin selon la civilisation et le pouvoir qu'il a qui va prendre une option sur la victoire. Puis là, tu as 1 million d'extensions dans ce jeu-là. C'est un jeu qui existe, qui est encore fourni, là, si je peux dire, là, qui est encore supporté. Le dernier qu'ils ont fait, c'est Small World of Warcraft. Ils en ont fait un Underground, ils en ont fait un de Warcraft, ils ont fait plein d'extensions où tu as des plateaux modulaires, des plateaux des îles, plein de peuples différents, des cartes événements. Ils ont une version avec le nécromancien qui est un contre tous. T'sais, ils ont plein d'extensions qui existent. Je les ai même pas toutes moi-même, puis j'en ai du stock de Small World. J'ai un cube de Kallax au complet de Small World. Wow. C'est vraiment un très très bon jeu. Fait que mon choix numéro 83, la seule chose, c'est comme plusieurs autres jeux, il y a énormément d'autres jeux qui sont sortis. Il sort moins qui sortaient. Fait que Small World, mon numéro 83. Cool. Moi, mon numéro 83, c'est un nouveau jeu. Okay. C'est Foundation of Rome. Foundation of Rome. Un jeu overproduce en malade. Un jeu Deluxe plus. C'est un jeu où, évidemment, on va construire la ville de Rome de façon collective, mais ça reste un jeu compétitif, et que c'est celui qui fait le plus de points qui gagne. Mais on met tous nos bâtiments sur le même plateau. Ouais. C'est dans ce sens-là que c'est coopératif. Là. Donc, on construit la ville de façon coopérative, mais on fait des points de façon individuelle. C'est un jeu qui est passé par Kickstarter, donc il est seulement disponible par la campagne Kickstarter, parce qu'évidemment, quand vous allez voir le matériel, vous allez comprendre que c'est un peu intense, fait que un peu pas mal intense. Donc chaque bâtiment est représenté par des énormes figurines en 3D. On aurait pu faire des tuiles de carton en 2D, mais non, on a fait en 2D. 3D pareil, le carton, mais c'est mince. Donc, c'est un jeu où c'est ultra simple, les règles. On va avoir des coordonnées qui sont sur le plateau, là, fait des coordonnées alphanumériques, là, donc une grille. Et on va avoir des cartes qui représentent chacune des coordonnées de la grille. Puis les cartes représentent en fait les lots des terrains qu'on peut acheter dans la ville de Rome. Fait qu'on va pouvoir acheter les lots pour aller mettre nos jetons pour dire qu'on possède les lots. Puis éventuellement, on va remplacer les lots qu'on possède par des bâtiments. Fait qu'on a des bâtiments qui prennent une case, d'autres qui prennent 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases, etc. Fait qu'on va essayer évidemment d'avoir des lots adjacents parce qu'on veut mettre des bâtiments qui sont plus gros, qui sont des bâtiments plus efficaces. On a des bâtiments qui vont nous générer des revenus, qui vont booster notre revenu en fait. On a des bâtiments qui vont nous donner de la population. Et on a des bâtiments qui nous donnent des effets de scoring. Et on va jouer 3 manches. Alors, on va faire un scoring à la fin de chaque manche. Puis les bâtiments vont scorer en fonction de ce qui est autour d'eux autres. Fait que tu pourras avoir un bâtiment, par exemple, qui va donner 2 points par building qui donne de la population autour, building qui donne de l'argent. Les bâtiments, c'est adjacent à des bâtiments civiques, c'est adjacent à d'autres bâtiments, la population, etc. Puis ces bâtiments-là, c'est peu importe qu'ils sont acquis, les bâtiments. Là. Fait qu'il fait 2 points par bâtiment de revenus, par exemple, mais peu importe c'est qui les joueurs qui
à qui appartiennent. Fait qu'on va essayer de placer nos bâtiments aux bons endroits pour essayer de maximiser les scoring pour faire le plus de points. Fait que c'est un jeu pour vrai, ça va jouer en 45 minutes, 1 heure. Là, c'est vraiment pas super long. Puis c'est pas tellement plus long à 3 puis à 4 qu'à 2 en plus. Non, c'est ça. Le board va être un peu plus grand parce qu'on est plusieurs. Donc la grille va être un peu plus grande. On va avoir un peu plus de cartes de coordonnées. Mais le gameplay, j'ai trouvé le fun. Le puzzle, j'ai trouvé le fun. La petite dynamique aussi d'acheter les terrains. Évidemment, quand les cartes de terrain sortent, ils coûtent plus cher. Fait que si tu vois qu'une carte sort, tu dis OK, il me faut cette carte-là parce que je veux agrandir mon bâtiment pour remplacer par un meilleur, un plus grand. Ben, je vais peut-être dépenser plus d'argent. Mais là, si j'ai pas l'argent quand il sort, les autres peuvent le prendre à ma place. Fait que il y a quand même une dynamique qui est le fun à l'intérieur du jeu. Puis les systèmes de règles restent super accessibles, super simples. Mais c'est un jeu ultra de luxe qui coûte très cher. Ouais. Ça, je pense que c'est malheureux pour la popularité du jeu parce que je pense que c'est un jeu qui aurait pu avoir un gros succès sur le marché, avoir une version abordable. Mais ça, je pense que c'est un autre débat à avoir. Mais ça reste le gameplay et le fun, pareil. Ouais. C'était la vision que l'auteur, c'est Matsushi, celui qui le fait. Ouais. C'était la vision qu'il voulait avoir. Qu'est-ce que tu veux faire rendu là? Voilà. Fait que c'est mon numéro 83, Foundation of Rome. Ce qui nous amène déjà, mine de rien, au numéro 82. Numéro 82, écoute, de mes 100 jeux, c'est peut-être celui qui est le plus dans ta face. Oh. C'est un jeu avec une thématique que je trouve qui est encore sous-exploitée dans le jeu de société. C'est un jeu qui parle des légendes de l'Ouest. C'est Western Legends. Un jeu qui, dans un monde idéal, tu vas jouer à 5, mais il se joue quand même bien à 3 puis à 4. J'ai joué à tous les player counts permis, sauf à 2. 2, ouais. Je te dirais que c'est vraiment pas là qu'il va shiner le plus. J'ai déjà joué à 2, c'est correct. Mais Western Legends, dans le fond, c'est un jeu de type bac à sable, bac de sable. Là. Fait que tu fais ce que tu veux. Dans le fond, tu vas incarner un héros, une légende de l'Ouest quelconque. Fait que tu vois Wyatt Earp, Jesse James, mais tu peux avoir, ça peut être des ranchers, des libérateurs, ça peut être n'importe quoi, autant Desperado que shérif. Puis tu vas faire comme Wild Bill Hickok, c'est un grand acteur. Et tu vas faire ce que tu veux. Fait que si toi, ce que tu veux pour faire tes points de gloire, tes points de légende, c'est de devenir un rancher, tu peux. Fait que tu vas prendre tes tours, tu vas aller dans un ranch, tu vas ramasser du bétail, tu vas aller porter le bétail au wagon, au chemin de fer, au train, dis-je, qui va être livré, tu vas faire tes points comme ça, tu vas revenir, ça va te faire de l'argent, tu vas être bien content. Si toi, ce que tu veux, c'est aller devenir shérif et arrêter des méchants, tu peux. Il y a une piste de Marshall. À chaque fois que tu arrêtes quelqu'un, tu vas monter sur cette piste-là, tu vas faire des points à tous les tours de jeu suite à ces pistes-là. Tu vas être un parieur professionnel, puis avec ton argent, aller en ville, puis jouer au poker, puis gagner tes points de victoire en battant des légendes au poker. Tu peux. Il y a cette option-là. Toi, tu vas être un méchant, puis tu vas aller voler la banque. Ou le gars qui a l'air smooth, là, puis qui se promène de son ranch jusqu'au train à tous les tours de jeu, puis qui ramasse son petit argent tranquille. Tu veux l'attaquer pour y voler son argent? Tu peux. C'est pour ça que je dis que le jeu il est très dans ta face. Parce que tu peux prospecter de l'or puis aller vendre de l'argent. Puis avec les extensions, il y a plein d'options qui s'ouvrent. Tu peux attaquer le train. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Le système de combat, il est super simple. Tu vas avoir des cartes que tu vas piger qui sont évidemment un deck de cartes ordinaire. Là, fait que tu as du 2 de pique à l'as de cœur. Avec des jokers. Puis quand tes cartes, tu peux les dépenser pour soit faire des actions, soit booster des actions pendant ton tour de jeu. Mais tes cartes, tu peux, si je me bats contre un autre joueur, on va jouer chacun une carte. Celui qui joue la carte puis l'autre l'emporte tout simplement. Fait que si je joue un as, tu joues un 8, mais j'ai gagné le combat si je me bats contre toi. Fait que si t'étais le prospecteur qui se promenait avec ses pépites d'or puis s'en allait à la banque pour aller les vendre pour faire des points, puis moi je t'ai attaqué dans le chemin, je te vole une partie de tes pépites d'or. Mais ça se peut que 2 cases plus loin, le shérif, parce que je suis rendu méchant vu que j'ai volé, le shérif, le gars qui joue le shérif, parce que il peut avoir quelqu'un qui devient marshal, il vient de m'attaquer moi pour m'arrêter puis m'envoyer en prison. C'est un jeu qui a énormément d'interactions entre les joueurs. Il y a des petites cartes d'histoire qu'on peut essayer de faire sur le side. Il y a des bandits partout sur le plateau qu'on peut aller arrêter si on veut jouer du côté de la loi ou à qui on peut s'associer si on veut jouer côté hors la loi. C'est un jeu qui te donne une liberté extraordinaire dans qu'est-ce que tu veux faire. Ça te tente, tu veux faire du pick-up and deliver, il y en a, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce jeu-là. Fait que
pour cette raison-là. C'est mon numéro 82, avec un système de règles qui est quand même relativement simple. Ouais, quand même. Mais là, c'est le genre de jeu qu'il sort des extensions l'une après l'autre, puis ça finit plus. Fait que là, il faudrait qu'il arrête, parce que ça commence à être beaucoup. Toutes les extensions, si tu veux toutes les jouer en même temps, puis tu as le goût de toutes les jouer en même temps, parce qu'ils sont toutes le fun. Ouais, parce qu'ils rajoutent d'autres options dans un jeu qui a beaucoup d'options, fait que c'est toujours cool. Exactement. Fait que mon numéro 82. C'est un beau 82, prototype c'est d'améritrage, je trouve, ça. C'est le thème avant tout, mettons. Oui, c'est ça. Puis ça fit vraiment, vraiment, vraiment ce que tu fais dans ce jeu-là. C'est vraiment très bon. Fait que Western Legends, en 82. Ça fait des belles expériences, ce jeu. Mon numéro 82, deuxième crossover, c'est une histoire de pirate. Tale of Pirate. Pirates. Qu'on a parlé dans le dernier segment. Donc, moi, il était en position 28 au dernier top 100. Fait que oui, il a dégringolé, mais je pense que c'est le fait que je l'ai fait récemment qui fait qu'il est encore dans le top 100. Sinon, je pense qu'il aurait pu Il serait juste plus là. Ouais. Exactement. Fait que, donc, un jeu en temps réel encore. J'ai nommé beaucoup de jeux coop en temps réel. J'en ai peut-être moins après ça. Donc, c'est un jeu qu'on incarne l'équipage d'un vaisseau pirate. On va faire une campagne de 10 scénarios. Chaque scénario va nous ajouter des nouvelles règles, des nouvelles cartes, des nouvelles composantes pour nous donner un peu plus d'options aussi dans le jeu, puis des objectifs de victoire qui vont être différents. Ce qui fait qu'on a quand même un élément de surprise à chaque scénario. C'est comme, OK, il faut faire ça. OK, puis là, on va rajouter telle mécanique qu'on a vu dans le 2 game, et là, on ajoute un nouvel élément à cette mécanique-là. Puis on rajoute telle sorte d'ennemis qui fonctionnent différemment. Puis là, tu fais OK, ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Le matériel, il est cool, mais je te dirais que le mât, j'avais le goût de le coller. Là. Moi, il est collé, le mât. Parce qu'en pleine partie, il arrête pas de tomber puis de s'ouvrir. Parce que tu mets ton bonhomme, tu veux l'enlever vite, puis là, ça l'ouvre, tout, il tombe. Là, puis que le mât, il est gossant. Mais le reste, ça va bien. Fait que c'est ça, juste le mât. Mais vraiment plaisant comme jeu. C'est un jeu qui demande encore une fois beaucoup de coopération, de communication, comme le font bien les jeux coopératifs en temps réel. Puis le fait qu'il y a la campagne, je pense que c'est ça qui fait un peu shiner ce jeu-là. Parce que s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on pourrait se lasser vite de ce jeu-là. Si on n'avait pas mis cet aspect-là un peu legacy, un peu évolutif du jeu. Donc c'est très bien placé, puis je le recommande à tout le monde, ce petit jeu coopératif-là. Une histoire de pirate, numéro 82. Donc, je termine déjà mon deuxième segment du top 100 avec mon choix 81, qui, étrangement, selon Pop Meeple, c'est le même choix 81 que dans la dernière liste. Oh, wow! Fait qu'il n'a pas bougé. Parce que je pense que pour le jeu, c'est positif. C'est Steampunk Rally. OK. Je sais que c'est pas un jeu nécessairement qui fait l'unanimité. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ah non, il était 80e avant. Là, il est 80, il est rendu 80. Il a monté. Il a reculé d'un rang. Il était 80e, puis il a reculé d'un rang. Fait qu'il est presque au même spot. Fait que Steampunk Rally, moi, c'est un jeu, la thématique, je la trouve super le fun. C'est un jeu de course dans les Alpes européennes. Et ce sont divers scientifiques de diverses époques qui se ramassent tout au même endroit et qui essaient de construire une machine folle pour gagner la course à travers les Alpes. Mécaniquement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeu vraiment qui est en 2 étapes. Il y a plus de phases que ça dans un tour de jeu, mais il y a 2 étapes importantes où on va, dans une première étape, drafter des cartes. Fait qu'il y a une phase de recrutement de cartes classique. On pige 4 cartes de 4 paquets différents. J'en choisis une, je passe les autres. J'en choisis une, je passe les autres, ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai choisi 4 cartes. Mais c'est qu'à chaque choix de cartes, les cartes vont être des parties pour ma machine qui va ressembler à ça. Puis avec chaque choix de carte, on ne le voit pas très bien là-dessus, mais dans le coin en haut, à droite de chaque des cartes, il y a un choix de ressources. Fait que soit je défausse la carte pour gagner des ressources qui sont des dés ou des cogs, des engrenages, soit je rajoute la carte à mon invention. Puis ensuite, quand tout le monde a fini de faire drafter, les dés que j'ai ramassés pendant ma phase de récolte de ressources, disons que j'ai ramassé 2 dés jaunes puis 2 dés bleus, je vais les lancer. Les dés représentent des éléments. Il y a l'air, il y a le feu, l'électricité, puis la vapeur. Puis, je vais placer mes événements, mes dés dans les différentes cases de ma machine. Fait que ça devient un jeu de placement de dés.
Puis là, les dés, après, on essaie d'optimiser ça. Fait que si ce dé-là, je le place à tel endroit, c'est une valeur de 5, fait qu'il me donne 2 dés rouges. Fait que maintenant, je peux lancer ces 2 dés rouges-là, je les place là, puis là, ça me fait avancer de 2 cases, mais ça abîme mon appareil un petit peu de 1. Ensuite, je place tel dé-là, ça me donne 2 engrenages. Ensuite, je place tel dé-là. Fait que c'est un puzzle super intéressant de placement de dés parce que je construis les cases sur lesquelles je vais pouvoir placer des dés. Puis il y a une phase de jeu où je vais avoir à ventiler ces dés-là. Parce que les dés vont rester là d'un tour à l'autre, puis je dois sacrifier des ressources pour faire baisser les pipes, là, la valeur de chacun des dés. Fait que c'est une valeur de 3. Si je réussis à le faire baisser 3 fois, ben là, j'enlève le dé, puis ça libère cette case-là plus tard. Par contre, des fois, je peux prendre un tournant un petit peu serré dans la piste, puis ils vont me dire, ben là, tu vas être obligé de casser un ou deux morceaux de ta machine. Fait que j'en profite pour casser mes morceaux qui a plein de dés, qui ont des chiffres très hauts que je ne suis pas capable de libérer. Je vais l'enlever, je vais rajouter un morceau de machine plus tard. Fait que tu as une double gestion. Tu as une gestion que je trouve très intéressante de mon appareil. À quel moment je décide de casser des morceaux, de les laisser aller ou de construire un plus gros engin. Puis il y a ta phase de placement de dés. On le verra peut-être plus tard dans ce top 100, mais je suis un grand fan des jeux de placement de dés. Fait que toute cette phase-là que je trouve hyper intéressante, où tout le monde est dans sa tête. Là. Fait que là, je place mon dé là, je fais ça, je gagne ça, je place ça là, je m'en vais là, j'avance de 2. Puis c'est en temps, ben pas en temps réel, mais tout le monde le fait de façon simultanée. Fait que c'est pas un jeu avec des joueurs qui savent jouer, c'est pas un jeu qui est super long. C'est un jeu qui te propose différentes pistes. Chaque inventeur a ses particularités, un petit bonus quelconque. Puis juste l'idée d'avoir Marie Curie, Einstein puis Tesla qui sont dans les Alpes à construire une machine de fou pour essayer de faire une course là-dedans, je trouve ça capoté. C'est Roxley Game qui fait ça, qui fait toujours du beau matériel. Puis la raison pour laquelle il est encore là, c'est probablement qu'ils ont sorti il y a 1 an ou 2 la version Steampunk Rally Fusion. Clarifier un petit peu les règles, rajouter du nouveau matériel. Ils ont fait une belle boîte pour que les 2 jeux se serrent à l'intérieur de la même boîte. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup. Fait que voilà, en 81e position, Steampunk Rally. C'est un engine building dans les 2 sens du terme. Oui, exactement. Tu construis ton engin littéralement. Puis il n'y a rien de plus hilarant que quand tu arrives en fin de course, puis tu franchis la ligne d'arrivée, puis tu dis là, je vais all-in. Je pète tout. Tu pètes tes cartes une à une, puis tu finis qu'une carte, tu as l'impression que tu vois ton pilote qui arrive avec sa chaise qui frotte à terre. Puis qui dit, pas grave, j'ai fini premier, j'ai survécu. Ouais. C'est très satisfaisant. Voilà, parfait. Pour moi, mon numéro 81, ça va être le 3e crossover. Déjà. En 20 jeux, c'est pas si pire. Oh. Donc, j'y vais avec Robinson Crusoe, qui était 17e dans mon ancien top 100. Fait que c'est quand même une bonne drop de rang. Ouais. Mais le fait qu'ils soient encore là, ça veut quand même dire aussi que c'est un jeu qui a bien passé le test des années. Puis ça fait que sa prochaine édition qui va arriver bientôt, ben, je pense que ça va donner le goût à des gens de découvrir ce très bon jeu-là. Probablement. Donc un jeu coop qui est, on va dire un jeu coop pour experts, donc un jeu coop avec beaucoup de règles, beaucoup de règles assez pointues, là. Le livret de règles n'est pas facile d'approche de ce jeu-là, mais une fois qu'on réussit à passer au travers de ça, puis qu'on réussit à aller se lancer à l'aventure, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment un jeu qui est une aventure, en fait. On va devoir, premièrement, survivre sur cette île-là, puis essayer d'accomplir un scénario. Donc, on va explorer des tuiles pour découvrir ce qui se trame autour. On va essayer de trouver de la nourriture en chassant, en cherchant des petits fruits, en récolter des trucs. On va essayer de faire des inventions, donc d'inventer des nouveaux objets qu'on va ensuite pouvoir fabriquer pour pouvoir se donner des bonus ou des petites habiletés. Puis on va essayer de gérer notre abri, de l'upgrader pour se protéger de la pluie. On va essayer de faire le feu. Il y a plein de trucs à faire. C'est un jeu de gestion, de ressources, de placement d'ouvriers. Mais gestion de ressources quand même assez serré parce que ça reste un jeu de survie. Fait que c'est pas un jeu que, tu sais, la nourriture, on n'en aura pas 20 de spare, là. On court après la nourriture, là. Fait que des fois, il y en a un qui mange pas, là, à la fin de la journée. Ça arrive. C'est ça. On n'a pas des bananes pour tout le monde, finalement. C'est un jeu à scénario aussi, fait que c'est le fun qu'à chaque scénario, l'objectif va être différent, puis qu'on n'aura pas nécessairement les mêmes tuiles aux mêmes endroits, tout ça. On a des règles particulières pour chaque scénario. Fait que ça donne une belle variété dans les parties d'une partie à l'autre. Fait que ça te donne le goût de vouloir faire plusieurs parties puis de vouloir passer au travers des différents scénarios. Donc c'est un jeu qui est vraiment le fun, puis comme on disait au dernier épisode, parce que tu en as parlé,
il n'y a pas tant que ça des jeux coopératifs qui sont experts. T'sais, si t'enlèves un peu, mettons, tous les dungeon crawl, là, il y en a un puis un autre, là, mais enlève les dungeon crawl, puis dans le reste des jeux coop... qui vont chercher d'autres mécaniques, d'autres types de mécaniques que juste taper des monstres. Là. Ouais, c'est ça. Dans les jeux coopératifs, il y a beaucoup de ça, mais si t'enlèves tout ça, il reste pas beaucoup de jeux experts, de jeux complexes, puis lui, c'en est un bon qui est encore là. Puis même si c'est un jeu de 2012, il tient encore la route aujourd'hui. Tu sais, je te dirais, lui puis Spirit Island, c'est pas mal les deux jeux coop experts que j'aime le plus dans la complexité qu'ils ont. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est encore aujourd'hui mon numéro 81, un Robinson Crusoe. Peut-être que quand la prochaine édition sortira, je me laisserai tenter par une copie, parce que moi je ne l'ai pas. J'ai beaucoup joué soit avec toi, soit avec Jules qui l'a aussi. Fait que j'ai joué avec des gens qui l'ont. Fait que ce qui fait que j'ai peut-être un peu moins joué dans les dernières années, mais il est encore présent dans le top 100. Fait que c'est encore un jeu que si on me dit hey, demain on se fait un scénario de Robinson, parfait, j'embarque. Puis juste que je vais dire à l'autre de se taper les règles, parce que c'est ça. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Il y a pas mal de règles. Exactement. Fait que c'est mon numéro 81, Robinson Crusoe. Évidemment, un excellent choix. Et c'est ce qui termine notre deuxième segment du Top 100 2023, donc les positions 81 à 90. Ça avance à une vitesse folle. Ouais, c'est fou raide. On vous demanderait, en fait, on vous suggère de nous laisser des commentaires sous la vidéo pour justement commenter les choix, dire si c'est des jeux que vous aimez aussi ou que vous trouvez vraiment poche. Vous pouvez nous dire votre opinion sur ces jeux-là. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et merci encore une fois à toi pour ce nouveau segment. Merci de l'invitation. Pour les gens à la maison, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme en bas, là-bas de l'écran, en cliquant dessus. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon, si vous aimez les vidéos qu'on fait. Ça peut vous donner accès à notre super serveur Discord. Et on se revoit bientôt pour continuer ce merveilleux top 100. D'ici ce temps-là, continuez de gamer. Bye tout le monde. Ciao. Bye.